Le thème va être évidemment autour du sujet brûlant qui est la TPD. Alors ce matin, on va parler des opportunités et des contraintes. Alors il y a Volkan qui disait à un instant opportunités ratées et contraintes de la TPD auprès des consommateurs. Et cet après-midi, Michael animera la même conférence, cette fois-ci les opportunités et contraintes côté professionnel. Donc la majorité, évidemment, vous les connaissez. Pour rappeler, donc, Mickaël, à qui j'ai demandé de me rejoindre, de la FIVAP. On a Philippe Poirson, qui a son magnifique blog Vapolitique, notre blog helvétique, mais qui dépasse les frontières de la Suisse. On a le fameux, le one et unique MD Pampan, qui s'est déguisé aujourd'hui, il a mis une chemise à carreaux. Salut Pampan. On a Olivier Terrelas d'Helvétique Vape. Merci à toi, qui va aussi nous donner son avis. On a Volkan de l'Edus, qui va nous donner l'ensemble de ses retours aussi vis-à-vis de tout ce qui est actualité autour de la TPD. Et on a notre Jean-Philippe National, notre reviewer international québécois, parce qu'on voulait aussi qu'il nous parle un peu. Il n'est pas OK dans la TPD, il n'est pas directement concerné, mais bon, il faut rappeler aussi tout ce qui se passe avec la loi 44. Et il voulait aussi un peu nous faire partager son expérience. Et moi, Florence, je vous retrouve pour Kiss Vaping, et là, en l'occurrence, pour les conférences du Vapexpo. Alors c'est parti, je vous propose qu'on commence directement, qu'on rediscute d'emblée des sujets qui fâchent, bonjour, sur la TPD et les points négatifs de la TPD auxquels les consommateurs sont confrontés au quotidien. Claude ? Oui, donc on en parlait un petit peu avant la conférence. La TPD, alors j'aime toujours rappeler pour les Français en particulier de bien différencier TPD et loi santé, puisqu'il y a deux sujets différents. Il y a des choses qui viennent de la TPD, il y a des choses qui sont inventées par la loi santé. Donc côté TPD, ce qu'il y a strictement, puisque c'est une directive pour favoriser la circulation du tabac dans l'Union européenne et apparemment gêner la circulation du vapotage ou l'interdiction du vapotage par certains pays. Il y a des limitations qui sont faites. Alors ces limitations, elles sont pour certaines d'un ordre technique. On l'a vu alors donc sur la limite sur la nicotine dans les liquides avec la concentration à 20 mg qui était pas tout à fait dans la loi, mais pas tout à fait légalement limité en France, mais qui n'était pas dans d'autres pays. Et on est toujours surpris de voir que dans d'autres pays européens, on voit des vapoteurs, on voit sur des forums, simplement même des gens qui disent « moi j'ai commencé en 36, j'ai commencé en 24 ». Et en fait, ces gars-là, en France, ils n'existent pas, on les voit pas sur les forums parce qu'ils n'ont pas commencé, en fait, simplement. Ils ont pas vapoté, ils sont toujours à 2 paquets de clopes, et voilà. Donc il y a ce type de limitation un peu artificielle. Il y a aussi les limitations sur le matériel. Vis-à-vis de cette limitation, est-ce que tu peux nous faire un point ? Parce que par exemple en Angleterre, tout ce qui va être au-dessus de 20 mg va être enregistré en tant que médicament ou en tant que dispositif. Est-ce que là, en France, les gros fumeurs, il y a, tu penses, une solution à terme pour les gros fumeurs qui ont besoin supérieur à 20 mg ? Est-ce qu'ils vont encore pouvoir y avoir accès d'une façon légale ? Alors, ce qui est très intéressant, on constatera quand la TPD rentrera, enfin, et la loi santé en réalité, qui décline la TPD, rentrera en application en France. La loi donne une sorte de monopole à quelque chose qui n'existe pas, qui est le liquide nicotiné à plus que 20 mg par millilitre. On verra si d'ici là il existe. S'il n'existe pas, ce sera une atteinte au droit du commerce artificiellement faite en prétendant qu'il y avait un médicament. En Angleterre, alors il y a en Angleterre des choses qui existent déjà et qui vont surtout venir là, avec des autorisations de mise sur le marché au sens, c'est un peu comme chez nous, médicaments quoi, qui sont pas forcément dans cet ordre de plus de nicotine dans des flacons de liquide, qui sont plutôt des cigarettes électroniques qui peuvent être prescrites. Et ça, il y a des gens qui ont dit, bah voilà, moi je fais une demande, ce qui n'existe pas en France aujourd'hui. Il n'existe pas aujourd'hui de liquide à plus que 20 mg par millilitre qui ait une autorisation de mise sur le marché en Europe, a priori, dans ce qu'on a vu pour l'instant. Il n'y a pas d'ailleurs de développement, ça avait été évoqué depuis plusieurs années, sur le fait que l'industrie pharmaceutique, pour l'instant, ne s'intéresse pas aux produits et avait mis explicitement, puisqu'il y a des documents qui ont été, non pas qui ont fuité, mais qui ont été
sorti par publication officielle des correspondances avec la Commission européenne, dans lesquelles l'industrie pharmaceutique, et en particulier GSK, qui est, contrairement aux députés, a pu faire un amendement de la TPD. GSK disait, nous, ça rentre en concurrence. Si la vape est accessible autrement qu'en médicament, ça ne nous intéresse pas. Et on n'investira pas dessus parce que ça ne rapporte pas assez de pognon, parce qu'il faut bien comprendre que la mort des gens, c'est du pognon, et la pharmacie, c'est faire de l'argent là-dessus. Donc, a priori, pour l'instant, il n'y a pas. On constatera quand ça rentrera en application s'il y a des liquides pour cigarettes électroniques en système ouvert qui sont à des plus grosses concentrations. Ce qu'on constate, et moi j'avais été surpris, j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, mais c'est des choses, c'est pas des statistiques, c'est des choses humaines simples, mais c'est quand les lords en Angleterre ont interpellé les autorités, de voir ces messieurs qui disaient, moi je suis vapoteur, il y avait un monsieur de 60-70 ans, moi je suis vapoteur, j'ai commencé en 24, et il y en avait un qui était en 6 et l'autre qui était toujours en 24. Et j'ai réalisé en voyant ça, moi je suis un peu simple des fois, un peu analytique aussi d'autres fois, mais un peu simple des fois, mais de voir ce témoignage, moi ça m'a fait comprendre que ce gars-là, il a son équivalent français qui n'a pas commencé la vape, en fait, ou qui a essayé puis qui a renoncé parce que ça ne marche pas. Et c'est un vrai sujet important. J'ai discuté avec des gens des US sur les forums qui étaient bien plus hauts que 24, et apparemment ils vont bien. C'est un problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas de raison. Il n'y a pas de produit qui d'un seul coup devient un médicament parce qu'on en prend plus. C'est-à-dire que du 36, c'est 2 fois du 18. Si je vape 2 tafs en 18, ça me fait une taf en 36. C'est comme ça que ça marche. Alors, attends, juste une chose, Philippe, tu vas donner ton input. Je voudrais quand même que Pascal, c'est un véritable problème que tu rencontres, parce que Pascal est dans un shop Smokey qui, en l'occurrence, a énormément de fumeurs. Ils reçoivent énormément de fumeurs qui veulent arrêter, ou des gens qui ont une première expérience de la cigarette électronique. Et je crois que tu es très régulièrement confronté à ça. Donc, comment ça se passe avec la TPD pour les fumeurs, ceux qui ont été à plus d'un paquet, 2 paquets? Voilà, quelle est ton expérience? Ça va être assez curieux, mon raisonnement, mais j'entends parler de 24, 26. Très souvent, les gens qui veulent arrêter de fumer arrivent dans la boutique, et quand on leur propose un liquide en 12 ou en 18, lèvent les yeux en disant « Mais mon Dieu, non, surtout pas. Moi, je voudrais même du zéro nicotine. » Alors, on leur explique que ça équivaut à rentrer dans une pharmacie et demander un patch en zéro nicotine, autant se mettre un scotch sur l'épaule. Donc, c'est assez curieux parce qu'on a un débat sur le vin et tout ça, sur le 20 mg, pas sur le vin. Je pense que le vrai débat, ça va être d'abord l'information. Il faut bien comprendre quelque chose. Les gens qui poussent ma porte n'ont aucune idée de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'est même la TPD. Les gens, quand on leur dit, même encore aujourd'hui, ils me disent « Ah, bah moi je voudrais la grosse bouteille parce que c'est plus économique ». Et que je leur dis « Ah, faites attention, dans 2 mois, aujourd'hui, vous n'aurez plus ces grosses bouteilles ». Ils me regardent avec des gros yeux en me disant « Mais pourquoi ?» Alors bon, c'est difficile d'expliquer le pourquoi parce que c'est tellement stupide dans l'absolu que... Et même eux, ils se demandent, ils disent, mais à quoi ça sert? On dit à rien, peut-être juste à nous embêter, et je vais être poli. Donc, c'est vrai que nous, on a un positionnement effectivement de personnes qui nageons dedans toute la journée, mais le consommateur qui pousse la porte parce qu'il fume un paquet de Marlboro par jour, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un conseil sur du matériel ou des liquides. Mais c'est vrai que ce discours-là, de la TPD et tout ça, pour lui, c'est complètement abscon, et à la limite, il s'en moque. Il s'en moque presque. Lui, ce qu'il veut, c'est arrêter de fumer. Mais Pascal, quand tu as des gens qui commencent, comme tu dis, avec le taux de nicotine, je continue. Ceux qui reviennent te voir et qui te disent « Mais ça suffit pas, je continue de fumer », ou à la rigueur, j'ai pas assez de nicotine. Comment, toi, là, dans ce cas-là, tu es quand même dans une situation délicate? C'est assez simple. Il y a l'effet portefeuille. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir et qui va prendre du 6 alors qu'il a besoin de 12, par exemple. Il va revenir, au bout d'une semaine, il va me dire « Je consomme beaucoup de liquide ». Je vais lui dire, oui, mais vous vapez en combien? 6 mg. Bon. Je vous avais pas dit de prendre du 12, parce que c'est ce que venez d'expliquer. C'est tout bête.
Vous allez avoir l'impression de vaper du 6, mais votre cerveau va vous demander du 12. Donc vous allez consommer 2 fois plus, donc vous allez dépenser 2 fois plus. Et souvent, l'argument dépenser 2 fois plus marche mieux que le fait de dire attention, ça va vous piquer la gorge, vous ne savez votre raison. Donc voilà, ça marche en tout cas. Ouais, il y a effectivement sur la nicotine, alors je le vois aussi de temps en temps, j'essaye de passer un peu de temps dans des boutiques à écouter les gens. Je suis admiratif d'ailleurs on peut le noter quand même, que des commerçants essayent de vendre moins. Non mais il faut le noter parce que ça arrive assez rarement, hein. Si dans le coca on pouvait rajouter un peu de sucre pour en vendre 2 fois moins, ce serait marrant de voir. Il y a quand même quelque chose qui me choque à chaque fois dans effectivement ces gens qui rentrent en disant je veux absolument du 6, ou alors qui disent ça fait une semaine je suis à du 12, il faut absolument que je passe à du 6. Enfin, ces angoisses existentielles là-dessus, elles sont quand même aussi alliées aux fausses indications, pour revenir sur les... Alors, c'est pas la TPD, hein, c'est les réglementations françaises et une certaine schizophrénie des autorités, des fausses indications qui sont sur les paquets de cigarettes. Il n'y a pas 1 milligramme de nicotine dans le paquet de cigarettes, hein. Il y en a, d'après l'affirmation, 1 milligramme par cigarette. Et en réalité, c'est étrange, parce que c'est comme si ça se crée. Il y en a 3 de consommables et 13 de présents. Tout comme les patchs à 20 mg, il n'y a pas 20 mg de nicotine dans un patch, il y a 100 mg. C'est tellement inefficace par contact cutané qu'on en met 100 pour en faire passer peut-être 20 à la fin de la journée, si tout va bien. C'est énorme. Et ces simples éléments, alors moi j'ai dû chercher pour les retrouver, enfin, c'est écrit dans des études et tout ça, c'est très bien. Ils ne sont pas affichés sur le produit, donc le consommateur n'est pas informé de ce qu'il achète ni de ce qu'il consomme, mais on veut rendre impérativement obligatoire cette indication et sa mesure sur les produits. Toujours pas spécifiquement de la TPD, sauf l'indication de la nicotine. C'est vraiment problématique. Alors à la FNOR, je fais bien la différence, les normes AFNOR ne sont pas la TPD et ne sont pas obligatoires, mais sont très intéressantes et apportent de la vraie information. Alors là, contrairement à la TPD, de la vraie information aux consommateurs et pour ceux qui sont sensibles à ces sujets-là, des éléments sanitaires qui peuvent être intéressants, voire importants, mais en particulier l'aspect rendement de la nicotine. C'est-à-dire que au début du flacon, j'écris 20 mg par millilitre. Normalement, surtout que c'est surtout par 10 ou 20 ou 30 millilitres, j'arrive à faire le calcul. Donc je sais combien j'ai acheté de nicotine. Maintenant, cette nicotine, il y en a une partie qui disparaît, alors beaucoup moins que la clope, mais dans la vaporisation. Et puis après, il y a une partie qui va disparaître dans l'absorption. Donc ce qui est indiqué sur les clopes, c'est tout à la fin. c'est de la soi-disant absorption, un peu comme sur les patchs. Bah là, au moins, avec l'AFNOR, les gens sauront quand je vape du 12, est-ce que je récupère du 10, est-ce que je récupère du 9. Enfin, c'est des sujets assez importants. D'un point de vue vraiment de consommateur, c'est-à-dire qu'est-ce que j'achète, un flacon, 2 flacons, 3 flacons, et qu'est-ce que ça change. C'est important, et dans les boutiques, c'est compliqué d'expliquer ça aux gens, mais c'est combien vous consommez de nicotine avec des clopes. Quand on voit sur des limites avec des prétextes sanitaires, moi c'est une des choses qui m'avait fait réagir au début, parce que c'est du bon sens, mais ça m'est arrivé dans des soirées un peu agitées de fumer un paquet de clopes dans la soirée. Quand vous dites à quelqu'un, mais en fait, un paquet de clopes dans la soirée, c'est un minimum de 20 mg et probablement 40 mg de nicotine que vous avez consommé, personne n'est mort. On voit très peu de fumeurs morts d'overdose à la fin des soirées. Voilà, ça c'est les éléments pour le consommateur. Le bon sens de vous en consommez depuis des années, c'est mauvais pour votre santé pour d'autres raisons, mais pas par la nicotine. Et vous s'en seriez rendu compte. Philippe, tu avais un retour ? Oui, alors en fait, quand tu fumes un paquet de clopes, c'est plutôt de l'ordre de 400 mg de nicotine ingérée et à peu près 25 qui est assimilé au niveau sanguin. Donc 400 mg, c'est ce qu'il y a dans un paquet de clopes. Hein. Personne ne le sait, c'est pas indiqué. Et oui, tout à fait. Ah ouais. Et une partie est brûlée. Non, mais quand même. Parce que, en fait, tous ces effets délirants sur le fait que
une limite à 20 mg va empêcher les plus gros fumeurs d'arrêter de fumer avec le vapotage, que ça indique comme s'il y avait un danger comme signal de poser cette limite de nicotine maximale. Alors qu'on pourrait penser qu'il faut plutôt poser une limite minimale de nicotine, parce que moins on consomme de liquide, moins on prend de risques. Et vaut mieux avoir sa dose de nicotine rapidement avec peu de liquide que le contraire. Les professionnels ne sont peut-être pas contents avec ça parce qu'ils vendront moins de liquide, mais d'un point de vue santé, c'est ce que Farsalinos a expliqué hier pour ceux qui ont suivi sa présentation. Bon, il ne propose pas le taux minimal, c'est moi qui le propose de manière un peu provocatrice. Ce qu'il y a, c'est qu'à la base de cette TPD, il y a un problème de rationalité de comment on pense une loi. Pourquoi penser une loi sur un produit qui n'a pas de tabac, qui n'est pas fumé, qui n'a pas de combustion, dans le cadre du tabac? Pourquoi l'assimiler au tabac? Et peut-être, ça paraît revenir à un problème vieux, mais ça reste le pourrissement à la racine de cette loi. Parce que tout est ensuite pensé dans ces termes-là, où le vapotage est assimilé à un danger tel que le tabagisme, et de manière encore plus dure que le tabagisme, parce que, grosso modo, le lobby de la vape a beaucoup moins de puissance que Philip Morris et que la pharma. Et c'est irrationnel dès le départ. Ensuite, ils n'ont pas fait de proportionnalité sur la manière de l'envisager. On le voit sur les taux de nicotine, on le voit sur les interdictions de pouvoir vapoter qui s'alignent grosso modo sur les interdictions de fumer, alors que ça n'a pas du tout les mêmes impacts sanitaires. Il n'y a pas eu d'évaluation des impacts de la TPD. C'est vraiment... Comment on peut faire des lois sans étudier les effets qu'elles vont avoir? On n'est pas seulement dans un problème de petit arrangement, c'est que démocratiquement, il y a une violation profonde de ce qui est la base d'un régime démocratique, à savoir qu'il y a une évaluation rationnelle et pas des délires basés sur des peurs qui n'ont aucun sens. Et c'est les pires conséquences, au-delà de problèmes économiques, etc., ça va être un problème sanitaire. C'est des millions de morts. Cette loi, c'est des millions de morts dans les années qui viennent. Clive Bates a rappelé dans une de ses précédentes interviews un point qui est important. Il nous alertait sur le fait que qui est-ce qui fait les lois? Il ne fallait juste pas oublier que c'est des gens, en général, qui ont une certaine expérience de l'industrie du tabac, qui ont fait des lois sur le tabac. Donc ça fait 20-30 ans qu'ils bossent dessus. Ils sont en mode disque rayé. Et là, du jour au lendemain, on leur amène quelque chose qui, pour eux, rentre pile dans le cadre de ce qu'ils faisaient jusqu'ici. Donc, si vous voulez, ils ne font que répéter une histoire sur laquelle ils travaillent depuis le début. Donc, Clive Bates nous disait, mais ils sont complètement désemparés parce que c'est complètement nouveau, ils sont complètement dépassés. Et par contre, c'est un disque rayé qu'ils font depuis 20 ans, 30 ans sur tous les moyens de déjouer Big Tobacco. Et donc, il nous disait, le problème, c'est que tant que cette génération ne changera pas, tant que ce sera cette génération-là qui sera aux commandes pour faire les lois, ce sera extrêmement difficile pour nous de faire changer les choses parce que ces gens, ça fait 20-30 ans qu'ils sont en circuit fermé sur le même sujet. Et qu'ils échouent. Et il faudrait quand même le rappeler, la lutte contre le tabagisme est en France en particulier, dans d'autres pays aussi, un échec catastrophique en soi, et elle c'est peut-être parce qu'elle se trompe de cible, puisque le problème c'est le tabagisme, c'est pas les fabricants de tabac et c'est pas les fumeurs, c'est le fait que des fumeurs qui ne voudraient pas fumer fument quand même. Les fumeurs qui veulent fumer, ils fument, et les gens qui leur vendent des trucs le font. Il y a eu une période de succès, et une période complètement légitime, où il y avait des fausses informations données et des faux argumentaires donnés par des fabricants pour un produit dangereux. Cette époque est quand même largement passée. Considérer aujourd'hui que quelqu'un d'adulte qui fume
est influencé par des fausses informations. Pour l'instant, il est influencé par plus de fausses informations des autorités sanitaires que des fabricants de tabac. Et l'ignorance des gens sur la nicotine qu'ils consomment, par exemple, et les dangers ou l'absence de danger que ça représente, c'est un échec de la politique sanitaire. C'est extrêmement grave. La masse de gens, et on le voyait dans un film récemment, même de médecins qui pensent que la nicotine est dangereuse, et certains professionnels qui continuent à affirmer ce genre d'ineptie, c'est très grave en fait d'un point de vue de politique sanitaire, au même titre que de dire ça sur des bananes ou sur du jus d'orange. C'est un souci. Je voulais revenir juste sur le côté de ce qu'est la TPD. C'est un peu pénible tous ces trucs-là. En un sens, c'est bien parce que ça fait de l'éducation civique accélérée, mais c'est un peu pénible parce que c'est compliqué. Il faut bien comprendre que, donc, d'une part, la directive européenne est une directive et pas une loi. Les lois, elles sont émises, votées par les législateurs avec une contribution, là, dans le cas français, de l'exécutif. Mais les lois, elles sont françaises. Alors, d'une part, dans les lois françaises, il y a des choses qui ne sont pas dans la TPD. La TPD ne parle en rien de l'usage, il faut être clair là-dessus, vapoter ou pas, dans un endroit ou dans un autre. La TPD n'en parle pas du tout, c'est pas du tout son objet, c'est pas du tout son texte. Mais ça reste une directive qui doit être transposée. Transposée, ça veut dire on va regarder ce que ça dit, le comprendre et vérifier que c'est compatible avec le droit français. Et l'adapter en France, mais la loi, elle reste française et selon les règles des lois françaises et de la Constitution et des jurisprudences qui vont autour. Et en l'occurrence, il y a plein de choses dans la TPD qui ne sont dans la directive, soit directement qui ne sont pas compatibles, soit indirectement dans la façon de l'interpréter ou de la lire, qui ne sont soit pas compatibles, soit simplement pas écrits dans la TPD. C'est quand même un vrai problème. Il y a plein de gens qui appliquent qui essayent de traduire quelque chose qui n'est pas écrit, alors c'est gênant. Donc, il faut quand même revenir à ce que le fait que la directive, elle a un but, hein, elle fixe une politique. Alors, pour une fois qu'on a des gens qui fixent des politiques, c'est mieux que de faire des mesures. Elle fixe une direction, elle dit voilà pourquoi et voilà ce qu'il faut faire. Bien évidemment, je suis d'accord sur le côté, il n'y a pas de proportionnalité et de légitimité. Néanmoins, on peut critiquer au moins cette orientation, mais cette orientation, elle dit il faut faciliter la circulation du tabac en Europe. C'est le premier point de la TPD, c'est son premier objectif. C'est pas de limiter, hein, c'est de faciliter la circulation, c'est de streamliner le processus industriel des fabricants de tabac pour leur permettre de faire circuler leurs produits plus facilement à travers les frontières, à moindre coût pour eux, et donc à plus de bénéfices puisque les prix des paquets sont plus ou moins fixés. Et puis, c'est de permettre, et c'est vraiment important, parce que ça, à la limite, c'est une certaine légitimité du point de vue de la Commission européenne, hein, de permettre à des pays d'interdire le vapotage ou de réduire ou d'avoir des mesures coercitives contre le vapotage. C'est de l'ordre de la souveraineté d'un pays. En tant que citoyen, je ne suis pas d'accord, mais néanmoins, c'est de la légitimité et à régler dans chacun des pays concernés. On le voit au Québec aussi, mais dans les différents pays, le gouvernement a le droit, s'il souhaite, ou pour des raisons qu'il estime justifiées, de faire des choses. Donc face à ça, la Commission européenne a dit il y a certains pays qui veulent limiter, d'autres qui ne veulent pas. Ça va être un problème parce que ça nuit à la circulation des produits. Donc pour faciliter la circulation, on va mettre des règles. Et donc ces règles déjà s'appliquent à la circulation entre pays. La Commission européenne n'a pas d'autorité sur les pratiques sanitaires de chacun des pays. Mais il y a un problème. Alors on va prendre un exemple, et souvent les gens se posent la question sur la publicité, par exemple, qui est tout à fait compréhensible une fois qu'on le voit comme ça. C'est que si je diffuse une publicité pour une marque de e-liquide sur TF1, eh bien, cette publicité va être vue par des pays frontaliers. C'est un problème parce que si la loi l'interdit, ça devient très compliqué. C'est pas normal. Donc, on pourrait imaginer, alors peut-être pas sur TF1 parce que c'est un peu cher, mais que quelqu'un se serve d'une chaîne française pour faire de la publicité dans un territoire où il n'a pas le droit pour des raisons qui regardent ce pays-là. Donc, ça s'explique. Donc, il faut prendre des mesures contre ça. En revanche, les affiches dans la rue sont pas
ne sont pas visibles depuis les autres pays, ou alors il faut vraiment des jumelles. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc la TPD n'indique en rien une réduction de l'affichage de quoi que ce soit dans les rues et dans les journaux qui sont diffusés exclusivement en France. Et donc, tout ce qui va au-delà n'est pas de l'ordre de la directive, n'a aucun rapport, et même contradictoire avec ce qui est écrit dedans. Alors là déjà tu nous mets en avance parce que là on est sur la publicité. Alors on vient de voir une des premières contraintes qui fait effectivement le taux maximal de nicotine et l'impact que ça peut avoir pour l'accessibilité de la vape aux gros fumeurs. C'est une première contrainte. Je pense qu'il y a une seconde contrainte dont je pense que vous avez tous envie de parler, c'est les bouteilles de 10 ml. Parce que les consommateurs, aujourd'hui, c'est quand même le but de cette conférence, c'est de parler des consommateurs. Et je ne parle même pas des gens qui font du die, qui ont besoin de particulièrement grosses bouteilles. Je ne parle même pas des boosters de nicotine qu'il va falloir bidouiller. Maintenant, on va se retrouver tous des apprentis sorciers. Mais déjà, parlons d'un sujet qui touche le tout à chacun. Les fans comme nous, comme les vapoteurs dans la rue, qui sont, vous savez, qui sont pas passionnés par la vape, qui s'en servent juste, qui consomment la vape. Bon, bah, dès à partir là, maintenant, c'est les bouteilles de 10 millilitres. Alors, les professionnels sont en train d'écouler la fin des stocks, sont en train de préparer les nouveaux stocks. Mais voilà, pour les consommateurs, qu'est-ce que vous avez envie de ramener comme input ? Moi, j'aurais envie de réagir premièrement à la nicotine et après sur les bouteilles, parce qu'en fait, tout le problème est lié. Il faut savoir que la limitation de la nicotine a été imposée en France par la ANSM, qui était l'AFSAPS à l'époque, en fait, en 2011. Et cette limitation a eu un impact assez dominant. Moi, j'ai commencé à fumer, j'avais l'âge de 9 ans, donc j'ai commencé très très tôt. Et lorsque j'ai découvert la cigarette électronique il y a un petit peu plus de 8 ans, j'avais accès à du 36 mg. Donc ce 36 mg, moi j'ai fait partie de cette population de vapoteurs qui a dit « Ouais, c'est génial, j'ai touché ce produit-là, j'ai arrêté les clopes tout de suite ». Il faut savoir que j'ai arrêté donc, de 2008 jusqu'à 2011. Lorsque la limitation de l'ANSM est tombée sur la table, j'ai recommencé à fumer. Et donc j'ai continué à être vapofumeur en fait, pendant à peu près 4 ans. J'ai pu arrêter le tabac parce que j'ai un ami qui est mort. Donc c'est juste un choc psychologique, ça forcément, ça a aidé. Mais ceci pour dire qu'aujourd'hui, et là j'en viens au flacon, 10 millilitres, à mon sens, ce n'est largement pas suffisant, car 20 mg, pour moi, ce n'est pas suffisant. Certes, je ne fume plus, mais par contre, je consomme une quantité de liquide qui est quand même assez astronomique, parce que j'ai tout le temps besoin de cette nicotine. Mais je m'y suis habitué. Donc oui, évidemment, 10 millilitres, ça n'a aucun sens. En termes de toxicité, ça n'a aussi aucun sens, notamment au niveau des analyses qui ont été faites sur la partie ingestion, et je pense que Falken pourra largement démontrer que c'est complètement absurde. Donc il y a des stocks à écouler sur la fin. Les consommateurs aujourd'hui se tournent vers des contenants plus grands qui vont contenir zéro nicotine, dans lesquels ils risquent d'utiliser tout simplement des boosters. Et je me souviens qu'à l'époque, sur cette limitation de 10 millilitres, on disait souvent au gouvernement, attention, le die, c'est pas une mauvaise chose, mais par contre, il faut l'encadrer, il faut faire très attention avec ces produits-là. Et le gouvernement nous disait, et l'Europe nous disait, oui, ok, on a bien compris. Et finalement, on se retrouve avec une transposition et une application de la TPD en France qui est dans le sens du die, ce qui est complètement absurde. Alors, je dis pas que le die c'est mal, attention, parce que moi-même je die, très clairement. Ce que je dis, c'est qu'on arrive dans une absurdité réglementaire et une absurdité sanitaire, quelque part, qui ne va pas dans le sens du fumeur. Je ne sais pas ce que... Attends, juste un input que je voulais faire, s'il te plaît. C'est sur une des dernières études qu'avait fait Konstantinos Farsalinos ces derniers mois, justement à propos de la consommation de e-liquide par les vapoteurs. Et outre le fait que la gestion de taux de nicotine, il y a eu un peu une course à la réduction du taux de nicotine pendant une certaine époque, aujourd'hui, il a réussi à prouver à travers des études qu'entre les cigarettes de première génération, les e-cig, et aux e-cig de dernière génération, il y a déjà ipso facto une augmentation de 45% de la consommation, parce que c'est beaucoup moins inhalation indirecte, c'est beaucoup plus en mode aérien, et que déjà le matériel est fait aussi pour consommer plus intrinsèquement. Donc ça aussi, ça joue sur les vapoteurs. Et d'ailleurs, je pense que Jean-Philippe et Pascal et ceux qui sont au contact des clients pourront aussi le remonter. C'est-à-dire que les clients aussi commencent à voir l'impact sur leur porte-monnaie. Et donc aujourd'hui, avec la TPD et les bouteilles de 10 ml, on a aussi des gens qui peut-être parfois demandent à remonter un peu en taux de nicotine et avoir une inhalation un peu plus serrée aussi en termes de consommation. Mais ouais, alors pour rebondir, on est complètement d'accord. Il y a vraiment deux parties en fait. Il y a une partie que 10 millilitres de 20 mg, c'est complètement infondé de fixer artificiellement cette limite-là. Ça n'a aucun sens sanitaire. Il y a un deuxième sujet.
on revient un peu autour de la TPD. La directive, elle parle des flacons qui sont utilisables pour remplir son matériel. Hormis les valeurs employées qui sont erronées, elle parle vraiment de cet usage-là. Elle ne parle pas de flacons concentrés utilisés pour être dilués. C'est un autre usage. Donc, intrinsèquement, la directive européenne ne parle pas de cet aspect-là. Et donc, ne devrait pas donner lieu dans la transposition. Elle fixe des orientations de politique. On les traduit dans la loi. La loi ne devrait pas limiter l'usage de produits concentrés utilisés pour faire du liquide pas concentré, cette fois-ci. Ça ne veut pas dire, par exemple, sanitairement, d'expliquer aux gens et de mettre sur le flacon que ça doit être dilué. C'est vraiment le sujet important. Puisqu'effectivement, les seuls accidents qu'il y a eu dans le monde les seuls accidents sur des humains qui ont eu lieu dans le monde avec du e-liquide n'étaient pas avec du e-liquide. C'était, enfin, si on considère le e-liquide comme le truc qu'on met dans la cigarette électronique, mais était avec des produits concentrés qui ont été bu par des petits-enfants. Donc, on voit aussi l'aspect hors de grandeur qui est assez important. Un des points là-dessus, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas de sujet sanitaire, en fait. Il y a un sujet de consommation. C'est exactement en fait ce que je voulais mettre en exergue. C'est pas de dire que faire du die c'est bien ou c'est mal. C'est de dire que déjà on arrive dans des transpositions qui sont obligées de nous faire appliquer des messages d'information sur l'utilisation des produits de la cigarette électronique et des liquides. Et là on va encore se retrouver dans une situation où lorsqu'on va se retrouver avec des boosters, avec des grands flacons de zéro, etc., la conscience professionnelle voudrait quand même qu'on fasse des explications, chose qui ne sera pas faite systématiquement. Et on va encore retomber dans une situation de non-contrôle. Et c'est ça, moi, qui me fait peur. C'est exactement là où je voulais, moi, en venir. C'est que on part d'une réglementation qui a pour but de protéger les consommateurs et les petits formats sont surtout pour ne pas, lorsqu'il peut y avoir un déversement ou quelque chose par absorption cutanée, avec le 20 mg et tout ça, le but, c'est qu'on ne s'empoisonne pas, ce qui est complètement ridicule, on le sait déjà. Mais par contre, là où, pour le consommateur, ça pose un problème, c'est que les gens qui font du DIY, pardon, je dis pas du DIY, je dis du DIY, les gens qui font du DIY, c'est pas toujours des gens qui sont dans cette petite communauté fermée que nous sommes, c'est-à-dire à peu près 20 des gens qui vapent. 80 des gens qui vapent n'ont aucune idée de ce que c'est que de faire les choses par soi-même, achètent des concentrations de nicotine complètement... des gens, j'ai déjà parlé avec des gens qui ont acheté du 500 mg de la Chine et ils me demandaient combien de milligrammes il faudrait que je mette dans mon... la première chose que je peux dire, c'est n'ouvrez pas ça chez vous, point. Vous n'avez pas l'équipement, vous n'avez pas la ventilation, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les connaissances pour travailler là-dessus. Et ça impose un gros problème parce qu'avec le matériel aujourd'hui qui existe, c'est de la grande consommation de liquide, ce qui peut être bien pour les fabricants, mais ce qui est plus ou moins bien pour les consommateurs. Parce que... avec des flacons des flacons de 10 millilitres, les gens vont vouloir acheter justement des grands formats et mettre eux-mêmes la nicotine avec des boosters ou peu importe et s'exposent par le fait même à certains dangers. Tu viens de mentionner que les seuls incidents qu'il y a eu avec des humains, il y en a eu un aux États-Unis où il y a un bébé qui est mort, pas parce qu'il a bu, parce qu'il y a un flacon de 500 mg de nicotine qui lui est tombé dessus parce que son père faisait son liquide avec son enfant à côté de lui. Et le problème, c'est qu'il faudrait inculquer de l'intelligence aux gens et c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais on peut essayer d'inculquer des connaissances. Mais encore là, dans les boutiques, est-ce qu'on a le temps d'expliquer tout ça? C'est des choses qui sont complexes, c'est des choses qu'il faut expliquer. Mais même dans les boutiques, le vendeur derrière le comptoir n'a pas nécessairement toujours les conséquences pour l'expliquer, les compétences pour l'expliquer. Donc, ça crée beaucoup de problèmes et ça a l'effet complètement contraire du but derrière ça,
ce qui est complètement ridicule, qui nous prouve encore que les gens qui font ces lois ont absolument aucune connaissance du sujet. Et surtout les font non pas sur la base de la réalité. Parce que la réalité, les quelques rares cas qui sont arrivés à l'échelle du nombre de personnes concernées, hein, il faut voir qu'on est très en dessous du taux d'accidentologie, d'accidents qu'on a avec les autres produits de consommation courante. Hein. C'est triste et en fait, faut savoir que... Non, mais il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui, hein, les accidents de la vie courante une fois qu'on aura enlevé le tabagisme avec la vape, les accidents de la vie courante passeront dans les premières causes de mortalité évitables. C'est pas la vape qui est la première à réglementer. Et on pourrait, peut-être pas aujourd'hui discuter de ça, mais effectivement convenir de limites vers le haut sur les produits concentrés. Mais sur les produits utilisables directement, ces limites sont totalement infondées parce que pas basées sur une réalité, sur un constat de consommation dans la population, alors qu'on est sur un produit qui est diffusé à des millions de gens. Donc on a un véritable recul. En fait, quand on dit c'est nouveau, c'est machin, quand les législateurs disent ça, c'est nouveau pour eux parce que ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas réalisé qu'il y avait des gens autour d'eux. Mais c'est extrêmement courant en fait. Alors chez nous en France, en fait, comme l'année prochaine, il y en a plein qui vont se rendre compte qu'il y a des gens autour d'eux et qui vont perdre leur travail parmi les législateurs. Ça va simplifier le débat, mais la question, elle est vraiment là. C'est qu'il y a des millions de consommateurs qui vivent des choses. Il faut les adresser à travers des communications sanitaires, à travers des communications de consommation toutes bêtes. Et il y a des choses intéressantes. On le voit avec un avis beaucoup plus constructif autour de l'AFNOR. On a des gens à l'AFNOR, dans le groupe de travail de l'AFNOR, qui sont plus du monde de la consommation et qui ont des réactions après s'être informés, qui sont vraiment plus intéressantes en fait. Et peut-être qu'on s'est trompé en France. Dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais on s'est trompé de ministère en fait en France sur qui devait décliner la TPD parce qu'elle n'a aucun rapport avec des aspects sanitaires pour les chapitres qui concernent la vape en fait. Pour les chapitres qui concernent le tabac, tout à fait. Mais... On a réagi justement sur cette histoire de limitation du taux de nicotine, de limitation des flaconnages, et ça nous a amené il y a un an en fait à la FIVAP d'avoir une réflexion de normalisation des services. À savoir qu'est-ce que le service, qu'est-ce qu'on fait en magasin, comment on accueille le client, qu'est-ce qu'on lui propose, qu'est-ce qu'on va lui expliquer au consommateur. Et toute cette notion en fait de côté DAI, de côté utilisation en fait est intégrée. Par contre, comme tu le disais, la norme n'est pas quelque chose d'obligatoire évidemment, mais c'est déjà une réflexion en fait auprès du consommateur qu'on s'est posé, à savoir que ces travaux sont quasi finis. Hein. On a bientôt notre dernière réunion et ces travaux ensuite seront proposés aux différents groupes de manière à ce qu'ils puissent intervenir dessus. Mais c'est déjà une réflexion qu'on a en amont depuis un petit moment parce qu'elle nous semblait vraiment importante. Je voulais juste apporter cette précision. Alors, en Suisse, on a une limitation extrême sur la nicotine, puisqu'elle est carrément interdite, donc c'est 0. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui font leur propre liquide en Suisse, c'est très répandu. Mais il y a aussi une limitation du nombre de vapoteurs, puisqu'il y a très peu de vapoteurs quotidiens en Suisse, environ 8000 seulement, pour environ 100 000 vapoteurs, mais qui ne seraient pas quotidiens. Les statistiques sont assez floues. Donc on voit qu'une limitation aussi extrême a un impact direct sur le nombre de vapoteurs et sur les pratiques où les gens font beaucoup plus du DIY en commandant des bases à minimum 100 mg par millilitre, mais il y a aussi beaucoup de commandes carrément de nicotine pure, ce qui pose évidemment des problèmes de sécurité. D'autant que quelqu'un qui vapote à 3 mg et qui veut mettre 3 mg dans une bouteille de 20 ml avec de la nicotine pure, il faut vraiment y aller, c'est un tout petit dosage, donc c'est quasiment impossible à faire chez soi. Donc ça augmente en fait les risques, cette limitation augmente les risques pour le consommateur alors qu'elle est censée à la base protéger les gens contre la nicotine. Et pour rebondir, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement... Enfin, je vais préciser, voilà. Moi, j'ai aucun lien d'intérêt avec qui que ce soit. Je ne suis pas un shop, je suis même pas un lobbyiste. Voilà. Je fais juste de l'écriture en espérant dire des choses relativement vraies. Et donc, je vais me permettre de dire quelque chose que des professionnels ne pourraient pas dire, mais
si les professionnels enfreignent la loi, donnent des liquides nicotinés plus élevés qui correspondent à ce que les gens ont besoin, ils rendent un service sanitaire. Et évidemment, ils ne peuvent pas le revendiquer. C'est pour ça que moi, je me permets de le dire maintenant. Mais les gens qui font du marché noir, marché gris, quelque chose entre deux, et qui permettent à des gens d'arrêter de fumer, qui permettent à des gens de sauver leur vie, font quelque chose de bien. Et si ils étaient arrêtés, ce serait vraiment la démonstration que l'État veut buter les gens et continuer de faire du fric sur leur dos. Et vraiment, j'encourage à ne pas respecter des lois qui sont nocives, des lois qui sont toxiques, parce que c'est une question sanitaire. Et plutôt que de laisser les gens prendre des risques seuls avec des taux de concentration assez élevés qui effectivement peuvent être chaudes, même si, comme le disait Claude, il n'y a pas tant d'accidents que ça, mais autant les encadrer. Alors, voilà, moi je ne prends pas de risque à le dire, parce que je ne vais pas pouvoir le faire, mais franchement, je me sentirais solidaire de gens qui le font. Une autre chose aussi qui m'enrage par rapport à, exemple, la TPD, la limitation aux flacons de 10 ml, hormis le fait de la limitation du taux de nicotine dedans, c'est l'aspect compétitif que la vape peut avoir par rapport au tabac. Parce qu'on s'entend que des flacons de 10 millilitres, ça revient plus cher à fabriquer que des 30 millilitres. Donc, pour le consommateur, on arrive avec un produit qui va coûter plus cher au bout de la ligne. Donc, l'aspect de compétitivité par rapport à la cigarette est amoindri. Et ça, c'est un crime parce qu'on facilite encore l'accès au poison qui est la cigarette. Mais l'alternative, le remède, si on peut l'appeler comme ça, j'aime pas utiliser ce mot-là parce que ça fait médical et j'aime pas ça. Mais c'est ce qui avait été d'ailleurs au Québec mentionné lors des sessions parlementaires, c'est qu'il faut faciliter l'accès à l'alternative plutôt qu'au poison. Et quand on augmente les coûts par rapport aux consommateurs moyens, quand on augmente les coûts d'utilisation de la cigarette électronique, il y en a certains qui vont dire, bien, il n'y a plus d'avantages, donc pourquoi, surtout avec la grosse consommation de liquide, donc pourquoi faire la transition vers la cigarette électronique? Je vais rester avec ma bonne vieille cigarette qui va me coûter un peu moins cher. Je voudrais juste revenir sur cette fameuse TPD et sur l'information que tu disais, comment faire en boutique. Je ne sais pas vous, mais dès que la directive tombe ou que des éléments de la directive tombent, on est perdu, même en boutique. Je veux dire, et pourtant, je sillonne beaucoup la toile, et même peut-être même trop, parce qu'il faut savoir que dès que quelque chose tombe, son contraire arrive sur différents forums. Je veux dire, il est très compliqué aujourd'hui quand un client, un de mes clients vient en boutique et qui me dit, mais entre guillemets, expliquez-moi la TPD. Pour moi, c'est impossible. Et pourtant, je pense avoir un minimum de connaissances, j'espère en tout cas. Et encore, je vais avoir certaines informations qui sont fausses. Mais regarde, même hier, pour ceux qui étaient là à la conférence d'hier, il y a eu un truc assez ubuesque qui s'est passé. Imaginez, il y avait Konstantinos Farsalinos qui était en train de présenter les dernières données médicales. Et en plus, des trucs vraiment intéressants pour nous, vapoteurs, qui nous expliquaient en fonction de plus on vapait, en fait, plus on s'exposait potentiellement à certains risques. Il y avait Ricardo Polosa. Bon, en gros, on avait un parterre de tout ce qui avait de mieux pour la littérature scientifique. Il y avait Phil et Dimitri qui étaient là sur le balcon et ils essayaient de parler. Et à un moment, il y a eu un concours de cloud chasing juste derrière, là. Et ça gueulait derrière. Les médecins ne s'entendaient plus parler. Et Phil, ça lui a rappelé Birmingham. Il a fait le tour, il a fait un signe en disant « Attendez les mecs ». Et on était, vous voyez, dans le cadre de professionnels et de vapoteurs fans. Et là, on avait un parterre qui était en train d'expliquer, justement, nous informer. Et à l'inverse, les gens étaient en train de faire des ronds juste derrière, on ne pouvait plus parler. Et donc, Phil, à la fin, disait « Non, mais attendez, il y a un moment, il disait « We lost it, guys ». C'était « Mais attendez, on est où ? On est en urgence, on est dans l'urgence, on doit s'informer. Comment voulez-vous que les 99% de vapoteurs qui ne sont pas fans comme nous, qui l'utilisent que comme un produit de consommation, comprennent quelque chose, si déjà nous,
On n'écoute pas entre nous quand il y a des gens qui viennent du bout du monde pour nous expliquer les données médicales. Ils étaient foudrages. Bon, après, on a réussi à calmer le truc, mais vous imaginez? C'est juste, il y a un moment, la TPD, on en parle. Nous, on connaît nos contraintes. Mais le vapoteur, c'est à partir de janvier de l'année prochaine, quand il va se retrouver avec tous ces flacons d'IML, quand il va se retrouver avec son quotidien, c'est là qu'il va voir dans son quotidien à quel point ça va le gêner. Mais d'ici là, ils n'en ont rien à faire. Et donc les patrons de shop, ce n'est pas des directeurs juridiques, ce n'est pas leur taf de décliner la DPD. Et en l'occurrence, c'est à nous, à chacun de nous, de l'expliquer aux vapoteurs et de vérifier qu'entre nous, on est bien informés. J'aimerais, parce que là, on a Mickaël qui est de la FIVAP, on a Folken qui est là. Moi, en tant que gérant de shop, en tout cas, je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, alors je vais peut-être poser une question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'avoir un bulletin d'information quand il y a des choses comme ça, enfin un référent pour pouvoir se renseigner sur ce qui est vraiment dit sur la TPD quand certains éléments de la directive sont tombés, je me rappelle qu'il y a des pages qui sont tombées qui étaient en fait un truc qui datait d'il y a 6 mois et qui est apparu. Il faut bien comprendre que c'est pas facile quand c'est pas son métier. Je suis pas juriste, voilà. C'est très compliqué de se retrouver face au client et je me dis à chaque fois que quelque chose arrive à propos de la TPD, on fait la démarche d'aller sur Internet, on fait la démarche d'aller chercher l'information et on trouve pas forcément la bonne information. Voilà. Alors, effectivement, moi, je vais avoir plus facilement tendance à me tourner vers la FIVAP ou vers les DUS ou vers des associations comme ça, où je vais me dire, bon, s'ils l'ont mis... Alors, c'est vrai, beaucoup d'autres personnes vont gueuler en disant, oh, on attend l'info, mais tout bêtement parce que ces associations attendent que l'info soit la vraie pour pouvoir la diffuser. Donc, souvent, ils la diffusent plus tard que les autres qui ont eu des bribes d'infos et qui en font un peu n'importe quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué quand on a une boutique et j'aurais aimé peut-être avoir un bulletin d'information, quelque chose qui nous tienne au courant, mais je sais que c'est très compliqué, j'imagine, de faire communiquer, quoi. Alors, il y a le côté prudence et respect des échanges. Comme je le précisais lors de la dernière conférence, en fait, grâce au mouvement de SOVAP, de Jacques Le Wezek et du sommet de la VAP qui a eu lieu à Paris, on a pu ouvrir les échanges avec le ministère de la Santé qui a su tout simplement ouvrir ses oreilles, nous écouter et échanger. Aujourd'hui, on a une transposition qui n'est pas complète, de la TPD en France, mais on peut espérer pouvoir la modifier à la marge avec des éléments de négociation. Si on communiquait systématiquement au grand public les avancées de nos travaux sans qu'on ait cette autorisation officielle, on irait à l'encontre du travail que fait le ministère de la Santé. Et c'est des choses, aujourd'hui, on ne peut pas se les permettre. Ils ont accepté de nous recevoir, ils ont identifié la FIVAP comme un organisme de lutte contre le tabac et de la réduction des risques, et ça nous semble aujourd'hui important de ne communiquer qu'en temps et en heure auprès du grand public. C'est vraiment cette relation qu'on a envie de conserver avec le gouvernement. L'objectif de chacun, je pense, autour de cette table, et je pense qu'on l'a tous, c'est qu'un fumeur arrête de fumer et que des gens arrêtent de mourir. Oui, nous, les professionnels, on fait de l'argent avec et c'est pas ça, là. Mais on a quand même un objectif commun. Et on aimerait bien qu'on puisse conserver cette relation de confiance ad vitam aeternam et pouvoir intervenir sur tous les sujets par la suite de la publicité, empiriquement, de la publicité, la limitation des flacons sur les 10 ml, sauf que, comme on nous l'a spécifiquement précisé, on a besoin de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu dans le principe de précaution qui, à mon sens, est complètement absurde. Et là, je rejoins ce que dit Claude. Toutefois, à chaque fois qu'on doit faire changer quelque chose, on doit en attester les preuves. Et donc, le travail qu'on fait aujourd'hui à travers les normes et à travers les analyses qu'on fait, à travers la création de robots vapoteurs pour les analyses des émissions, etc., c'est un travail qui nous permet de démontrer qu'on est responsable et qu'on est capable de dire que cet élément-là, dans cette transposition, est un élément qui ne doit pas exister. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que c'est... Enfin, le fait que tu le dises est extrêmement significatif de quelque chose. Pourquoi ? Parce que la directive européenne ne concerne pas les magasins. Et on constate que sa transposition, puisque ça a été affiché comme ça en droit français, impacte jusqu'aux consommateurs des magasins. On peut lire, non pas la directive,
qu'on peut lire aussi, hein, mais ce que les gens en ont fait dans les différentes autorités, comme une perturbation du marché, comme des mesures et des actions de communication qui vont à l'encontre de la santé publique, à travers un texte qui n'en parle pas. La directive ne parle pas des magasins, ne limite pas l'affichage de quoi que ce soit en magasin, ne limite pas normalement les produits qui sont en magasin. Alors par effet de bord, comme vous vendez les produits des fabricants et que ça les touche eux, mais vous devriez avoir une information. On est quand même 2 ans après la TPD. Ça fait 2 ans qu'elle est publiée. Donc tous les fabricants devraient être super au clair sur ce qu'ils vont fabriquer, leur line-up. Ils ne le sont pas. Les formats de déclaration, le détail des déclarations n'est pas là. Donc il y a une attitude, une utilisation, un détournement de la directive européenne, de son objectif, en perturbant le marché. Et c'est un très grave problème, d'une part économique, parce que c'est un marché. Alors oui, on est tous d'accord que c'est important la vape pour réduire le tabac. C'est aussi, là je suis le consommateur en fait. Moi je suis pas un fumeur en fait. Je suis plus fumeur. Moi je suis un consommateur, un citoyen français qui a des droits. Et d'un seul coup, il y a un ministère de la Santé qui vient m'expliquer qu'il a décidé d'enlever certains de mes droits parce que quoi ? Au titre de quoi ? Au titre de quelle démonstration il peut me faire d'une dangerosité d'un produit sur lequel on m'aurait menti, un méchant fabricant m'aurait menti, m'aurait pas dit ce qu'il y a dedans. Et étrangement, moi, le fabricant, il me donne plein d'informations que le ministère est pour l'instant incapable de me donner. Donc d'un seul coup, il y a quand même ce côté-là, c'est je suis un consommateur qui n'est pas fumeur, qui a des droits, et on me menace au titre de la lutte contre le tabagisme. Non mais on est où ? Et d'autre part, je constate en tant que citoyen aussi, qui est favorable à la lutte contre le tabagisme, c'est quelque chose d'important, que le tabagisme augmente. Les politiques de lutte contre le tabagisme en France en 2015 sont un échec catastrophique. En 2016, ça s'annonce très mal. Et c'est concomitant à une réglementation et à des annonces publiques contre la vape. Mais c'est bizarre ça. Et puis je vois que dans les shops, les gens se posent des questions, les fumeurs s'angoissent sur est-ce que je dois vapoter, est-ce que je dois pas vapoter. Il n'y a pas des messages clairs pour les fumeurs. J'ai toujours pas vu de campagne publicitaire comparable avec celle qu'on voit pour les patchs et les gommes. Je suis inquiet parce que d'un côté, on me retire des droits, de l'autre, on est inefficace dans la lutte contre le tabagisme. Et en plus, on agit d'un point de vue purement administratif, là, économique, administratif, à peu près n'importe comment, parce que j'apprends quand je m'intéresse au sujet que les gens qui veulent déclarer ne peuvent pas le faire, que la façon de le déclarer, c'est pas clair. Quand je lis la directive ou sa transposition en droit français, je constate qu'il n'y a aucun élément sanitaire qui puisse m'intéresser en tant que consommateur. Alors qu'en tant que consommateur, je milite pour les normes AFNOR pour que certains fabricants, librement, puissent les appliquer et me garantir des choses qui m'intéressent, qui ne sont absolument pas garanties par la directive européenne, ni par la loi santé, ni par le ministère de la Santé, ni par le ministère des Finances à travers la DGCCRF. Tu disais j'ai des droits en tant que consommateur, presque parce que tu n'es plus fumeur, mais les fumeurs ont des droits aussi. Non, les fumeurs ont des droits, qu'on soit clair. C'est juste que je dis, je ne suis pas fumeur, je suis un consommateur de produits du vapotage. Je ne comprends pas. Non, tout à fait, mais c'est le problème de la lutte anti-tabac qui a tendance à vouloir retirer des droits aux fumeurs au prétexte de la lutte anti-tabac. Or, on est tous des usagers de nicotine et nous avons des droits et le droit au choix, entre autres, au moyen de consommer cette nicotine. Oui, mais pour faire le choix, il faut être correctement informé sur les différents modes de consommation. Alors, bien évidemment, si j'étais... alors, ça n'existe pas, malheureusement, hein, pour eux, mais si j'étais dans l'association des utilisateurs de cigarettes pas du tout électroniques, sérieusement, je serais vachement plus énervé que je ne le suis aujourd'hui, hein, puisque on m'affiche n'importe quoi sur les produits, on m'interdit de savoir que j'ai des produits alternatifs, que j'ai des droits et qu'en plus on me taxe de façon assez bizarre. Mais ce serait le rôle d'un autre salon et d'une autre association qui n'existe pas. Mais on est tout à fait d'accord. Hein. C'est juste que je ne suis plus fumeur, je ne consomme plus de tabac et donc je ne vais pas défendre... sur la question de pourquoi les shops peuvent se sentir concernés alors qu'ils ne devraient pas l'être, je pense que ça naît déjà dans l'absurdité du texte de la TPD.
Et notamment, il y a le point où ça autorise à interdire les ventes interfrontalières ou par Internet. Ce qui certains États entendent ou interprètent ça comme une incitation à le faire. Et la Pologne, la Belgique, l'Autriche, il y a des recours, donc on ne sait pas ce qui en sera définitivement, mais leur premier projet de transposition, c'est d'interdire les ventes par Internet. Donc il y a un flou, mais parce que la TPD est une grosse merde. En revenant à la termes directive européenne, j'aime bien parce que les textes, c'est toujours important d'y revenir et éventuellement de rappeler aux législateurs qu'il faudrait qu'ils pensent à les lire un jour. C'est un sujet important. La directive européenne parle des ventes transfrontalières de façon assez légitime, en fait, mais pas dans le sens que tu évoques. Et justement, certains législateurs dans certains pays le lisent complètement à côté. C'est un problème et il faut leur rappeler. La directive propose de permettre l'interdiction des ventes transfrontalières dans le sens de l'étranger vers chez moi, pas dans le sens de chez moi vers l'étranger. Par contre, il faut effectivement que si un État... la Suisse est très particulière puisqu'elle n'est pas concernée complètement, mais si un État voulait, comme la Suisse, gérer sa transition vers la libéralisation de la vente de nicotine dans les liquides, il faudrait qu'il puisse le faire, et ça c'est légitime pour cet État. Mais c'est cet État qui dit, moi je ne veux pas que mes consommateurs achètent à l'étranger par Internet. Il faut savoir que les ventes par Internet, j'achète à l'étranger, mais l'achat se passe dans mon pays. Donc c'est la loi de mon pays qui s'applique dans l'Union européenne. Donc c'est normal que la directive en parle. Par contre, elle ne parle pas du tout d'autoriser, et donc utiliser le prétexte de la transposition de la directive pour interdire la vente à l'étranger. C'est complètement faux, en fait, c'est illégal. Ce n'est pas une transposition. En France, c'est un sujet important puisque l'ordonnance de transposition de la directive, ça donne l'attitude au ministère de transposer la directive, pas de faire des lois autres. Parce que sinon, c'est juste, on transforme, on abolit le Parlement et ainsi de suite. C'est quand même un sujet assez grave. Donc le ministère doit transposer la directive. Il peut faire un travail et il y a du boulot à faire. Et il ne peut pas imaginer des trucs qui ne sont pas dans la directive. Il ne peut pas écrire la loi tout seul à la place des députés. Je voudrais... oui, parce que on voit le titre de la conférence, c'est les contraintes et les opportunités imposées aux consommateurs de la TPD. Et là, je vais m'adresser à Jean-Philippe parce que ce que les shops craignent, la loi 44 leur est tombée dessus. Et moi, j'aimerais bien savoir justement, Jean-Philippe, toi qui as vécu justement ce changement du jour au lendemain, comment tu as pu aborder ça avec tes clients? Comment ça s'est passé devant un comptoir quand d'un seul coup on t'a dit je voudrais goûter ce liquide et que tu as dit c'est fini monsieur, maintenant pour goûter il faut faire 9 mètres à l'extérieur. Et ça m'intéresse parce que j'aimerais savoir quel est le discours que tu as eu avec tes clients quand c'est arrivé, quoi. En fait, petite correction, les gens ne peuvent même plus tester dehors. C'est carrément interdit parce que la cigarette électronique au Québec est concernée comme un produit du tabac. C'est interdit d'échantillonner. Donc, il n'y a aucun essai possible, même à l'extérieur. Est-ce que c'est... j'ai entendu dire, on peut même à la limite donner un petit peu d'argent et dans ces cas-là, on peut essayer... Et dans ces cas-là, on aurait acheté l'échantillon et du coup, ce serait plus un test d'échantillon. C'est des discussions qui ont eu lieu, mais personne n'a voulu embarquer dans ça parce que ça devient très difficile à gérer, un peu très ridicule aussi. Mais pour en revenir justement aux consommateurs, à ta question, quand la loi 44 est tombée, ça a été effectif la journée même. Et je dirais qu'environ 10% des shops étaient au courant que ça arrivait. Tout le reste n'était même pas au courant. Alors, tu as des clients qui rentrent, qui disent ah, je veux essayer. Ils sont rendus où pour essayer? Ah, il n'y en a plus. Comment ça? La loi 44, c'est quoi ça? Et là, tu leur expliques. Là, ils viennent fou de rage. Il y en a qui te traitent de toutes sortes de noms. Je me suis fait insulter. Il y en a, la majorité comprennent que c'est pas de notre faute. Mais là où ça l'a posé un gros problème, c'est au niveau des fumeurs. Parce que les gens qui vapent déjà, eux autres, sont tournés vers les autres provinces pour acheter en ligne, parce qu'on n'a plus le droit d'acheter en ligne non plus au Québec. Se sont tournés vers les autres provinces pour acheter en ligne ou peu importe.
Mais le fumeur qui rentre et qui dit « j'aimerais essayer », parce que je ne sais pas si ça va me satisfaire, si ça va être quelque chose qui peut être intéressant pour moi avant de dépenser une certaine somme d'argent, quand tu leur expliques qu'ils ne pouvaient plus, ben à ce moment-là, ils sont rentrés fumeurs et sont ressortis fumeurs parce qu'ils ils se disent, et ils ont tout à fait raison, comment je peux faire pour savoir que ça va me satisfaire sans l'essayer? Ça risque possiblement, comme tout le monde, la première fois on a essayé une cigarette électronique, ça ne marchera pas. Ça risque de se trouver dans le fond du tiroir. Donc, le consommateur et l'impact vers le consommateur est énorme, surtout dans notre cas. Mais au niveau de la TPD, ça va être la même chose. Le commun des mortels, sait pas c'est quoi la TPD, a aucune idée que ça existe, et va rentrer dans une boutique. Et pauvre toi en arrière du comptoir, quand tu vas être obligé de leur expliquer qu'ils vont avoir juste des flacons de 10 ml, tu vas te faire insulter aussi. C'est malheureux, mais c'est ce qui risque d'arriver. Alors, il y a un argument que les consommateurs entendent. Alors, autant la TPD dit comme ça ne va pas forcément les intéresser. C'est plutôt les répercussions, évidemment, de la TPD. Mais parlons d'un point qui me paraît important, c'est la répercussion sur le prix, potentiellement. Parce que suite à la TPD et à la transposition en France, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout un certain nombre d'analyses qui doivent être menées. Je vous rappelle que chaque e-liquide, par exemple, assemblé, il doit y avoir une analyse toxicologique de chacun des arômes, de chacun des ingrédients, de l'ensemble de la recette. Donc ça, il va y avoir une répercussion sur les coûts. Il y a aussi donc les 10 millilitres. Et donc, il y a un certain nombre de choses. Je vous rappelle aussi qu'il y a les fameux droits. On en a parlé des 550 € et des 120 € en plus. Donc, la question aussi que se posent tous les consommateurs avec la TPD, c'est la TPD en l'occurrence. Ça va me coûter combien cette affaire ? Donc, on a des consommateurs qui vont demander à leur shop en disant « Ok, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le prix va augmenter ? Est-ce que le prix de mon e-liquide va augmenter ? Est-ce que le prix de mon matériel va augmenter ?» Et ça, c'est une véritable question pour les consommateurs parce qu'on touche le portefeuille. Et à partir du moment où on touche le portefeuille, si on se met du côté des professionnels, les professionnels, il y a peut-être une partie des coûts qui vont pouvoir impacter. Ça, Michael, tu vas pouvoir nous le dire. Falcon, tu vas pouvoir nous dire, en l'occurrence, si au niveau du reste des coûts liés à la TPD, comment tu vois les choses, des discussions que tu as inter-FIVAP et avec les professionnels. Voilà. Donc, ce qui est important là maintenant, c'est quand même de voir cette grosse contrainte potentielle qu'est cette contrainte de prix. Je vous rappelle en parallèle que hors TPD, il y a une histoire de taxe qui a été discutée le 8 décembre dernier à la Commission européenne, puisqu'en moyenne, la taxe sur les produits du tabac en Europe est de 57%. Je vous rappelle qu'en France, on est largement leader et que là, en l'occurrence, les dernières discussions montreraient que donc, en plus de la TVA, il y aurait une taxe additionnelle, soi-disant pour financer des études et notamment la lutte contre le tabagisme, et donc on y participe. Donc n'oubliez pas que outre la TPD, il y a toute une question de taxes qui va arriver en plus. Donc j'aimerais vraiment qu'on fasse tous ensemble un point sur le prix et le possible impact sur le prix que va avoir la TPD pour les consommateurs. Alors, juste avant, pour faire écho à ce que disait mon voisin, parce que la situation au Québec a été scandaleuse, il faut savoir que la situation tout aussi scandaleuse a été quasiment la même en Belgique et il faut vraiment penser aussi à nos amis belges où nous on se plaint de certaines choses et on est assez ferme là-dessus. Ce qui s'est passé en Belgique est encore plus inacceptable et scandaleux. Et c'est très 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 comparable à ce que tu as décrit. C'est scandaleux. Pour revenir sur le prix, cette problématique, alors il y a quelque chose de très simple, je vais revenir là-dessus. Donc je suis consommateur, je ne suis pas fumeur, je suis consommateur de produits du vapotage. Je constate que, alors là, dans la directive, il y a des choses qui auront un impact sur le prix, au sens plus général, même, c'est pas forcément le prix que je vais payer, parce que certains fabricants, certains shops vont peut-être essayer d'absorber ça, mais s'ils l'absorbent, ça va coûter de l'argent. Donc, plutôt que de parler du prix, je parlerai du coût de la directive et de sa transposition. Il y a des choses qui vont devoir être faites qui n'ont pas d'apport sanitaire et qui sont inacceptables et qui vont enchérir le coût du produit. C'est inacceptable, ça n'a aucun sens. Au titre de quoi on augmente le prix des produits qui n'ont aucun rapport avec le tabagisme artificiellement. Plus le délai de 6 mois, qui par nature, quand on dit à quelqu'un qu'il investit et que cet investissement va prendre 6 mois sans effet, eh ben ça a une valeur économique extrêmement claire
quelques comptables savent bien le calculer. Ça veut dire qu'en fait, on impose, et alors en plus sans aucun gain, ni sanitaire, ni pour le gouvernement, enfin pour l'État, on enchérit le coût des produits. D'un produit qui n'a aucun rapport avec le tabac. Mais attends, il y a quand même juste, dans le prix, on a effectivement le coût, mais bon, il y a la question des marges. Autant une partie des marges peut être répercutée. Les professionnels, ils ont quand même une marge à tenir. On peut quand même rappeler que les marges dans la vape sont pas parmi les plus fortes qui existent dans le marché en général, hein, si je prends par égard d'autres industries. Et donc, en l'occurrence, vous voyez, il y a des industries où il y a des marges allant de 5 à 20. On est très très loin de ça dans la vape. Et donc, en l'occurrence, il y a une question, peut-être certains prix vont être impactés par les professionnels en termes de coûts. Par contre, en termes de marge, évidemment, il faut qu'ils fassent tourner leur boutique et tout ça. Et donc, il y a une question aussi sur jusqu'où ils vont, évidemment, rogner une marge potentiellement. En fait, exactement, parce que au niveau des coûts que ça implique, la transposition de la TPD, c'est que le fabricant, ça va lui coûter énormément plus cher pour fabriquer le liquide avec toutes les analyses et toutes les restrictions. Donc, va vendre le liquide plus cher pour réussir à pouvoir survivre. Donc, la boutique qui l'achète va payer plus cher. Donc, automatiquement, le consommateur va payer plus cher. Et on peut pas... C'est un peu impossible de penser qu'une boutique va dire on va essayer d'absorber un peu les coûts parce qu'ils vont carrément fermer. S'ils sont plus capables de retirer un profit, ils seront pas capables de survivre. Donc, ça revient exactement à ce que je disais tantôt. C'est qui va payer dans tout ça? Ultimement, c'est l'utilisateur au final. C'est le vapoteur ou le fumeur qui veut passer à la cigarette électronique. Et on enlève clairement l'aspect compétitif versus au poison quand on fait ça. Au-delà de tout ça, au-delà du prix entreprise, si on revient sur un prix consommateur, il faut bien comprendre quelque chose. Quand on a 20 ans, on est immortel. Donc ce qui va, et tant mieux, hein, on va se mettre à la cigarette électronique, ou au vaporisateur personnel plus exactement, pour une question budgétaire. On est étudiant, on n'a pas d'argent, voilà. La plupart des clients qui rentrent, qui ont 40 ans, même si demain ils payaient leur liquide 8 €, mais ils ont pris conscience que le temps avance, ils mettraient ces 8 € pour se sentir mieux. Le vrai problème du prix va être sur les jeunes. Et c'est là le vrai problème, parce que on a tous pris conscience, arrivé à un âge, en se disant tiens, je monte plus les escaliers comme avant, et du coup, je vais voir ce que je peux trouver, que ce soit vaporisateur personnel, gomme, enfin peu importe, mais pour justement me refaire une petite santé. Voilà. Le problème du prix, il va être surtout pour les jeunes, et c'est ça le problème. Pour moi, en tout cas, en tant que patron de shop, c'est ça qui m'inquiète plus, c'est que si le prix augmente, c'est surtout les jeunes qui vont être impactés. Et il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est avec cette histoire de prix, on entend de plus en plus de vapoteurs qui, notamment les passionnés ou ceux du sérail, qui disent mais moi j'aurais toujours moyen de contourner, j'aurais toujours moyen de me fournir, ou voire même, mais de toutes les manières, moi je ferais du DAI, le DAI n'est pas concerné. Il faut juste à ce moment se rappeler qu'il y a eu TPD1, il y a TPD2, le rapport de la Commission européenne qui montre ses nouveaux centres d'intérêt dans ses prochaines recherches mentionne le DIY matériel et le DIY liquide. Donc on peut tout à fait, parce qu'évidemment aujourd'hui quand on voit des litres de base, quand on voit l'ensemble des produits, l'Europe est en train de beaucoup s'intéresser à ces vapoteurs apprentis sorciers qui mélangent des bases pharmaceutiques avec des boosters, avec ci et ça. L'Europe va même plus loin, puisque dans ces sujets de recherche et d'investigation, il va même y avoir le DIY matériel, c'est-à-dire les gens qui font les box homemade, les choses comme ça. Donc les choses sont peut-être couchées sur le papier à l'heure actuelle, mais bien évidemment vont évoluer. Et c'est vraiment, je pense, un mirage, une erreur grave de se dire mais moi je m'en sortirai toujours, je vais passer en tant que consommateur hors des mailles du filet. C'est archi faux. L'Europe, chaque fois qu'on éteint un feu, va en rallumer un autre. Donc on a cet impact sur le prix. Le DIY à l'heure actuelle n'est pas directement concerné, en fait impacté. Les gens peuvent continuer à le faire et à l'utiliser, et tant mieux pour eux. Mais il faut arrêter de se dire qu'il y aura toujours un plan B, une solution B tierce. Là, on essaye d'adresser les problèmes les uns après les autres, et le DIY bientôt sera tout autant concerné. Et non seulement, effectivement, ça risque d'être concerné, il
faut pas oublier que ceux qui passent au DIY et tout ça sont des gens qui sont, comme je disais tantôt, qui font partie de notre groupe de gens pour qui c'est devenu un hobby, la cigarette électronique. Mais pour monsieur et madame tout le monde, qui vapent sur une petite batterie, une petite Igo, une petite AIO ou quelque chose de simple d'utilisation, c'est-à-dire la majorité des gens qui vapotent ou qui sont des vapofumeurs, pour eux, le DIY n'est pas nécessairement une option, donc ils sont impactés directement. Et quand j'entends les gens dire « Ah, c'est pas grave, je vais me faire des réserves, je vais me mettre au DIY et tout ça », non, c'est grave parce que c'est une minorité de gens qui peuvent faire ça. Et la grande majorité vont être carrément impactés directement par le coût et auront beaucoup de difficultés à s'en sortir. Et comme disait Pascal, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les jeunes vont être sont très sont pas ciblés, mais ça va avoir des grandes conséquences pour eux, effectivement. Moi, je voulais faire une précision parce que c'est un peu mes amis par rapport au projet de taxation. C'était une expression ironique, mes amis, c'est que Philip Morris est vraiment très directement impliqué dans le projet de taxation du vapotage. C'est eux qui ont fait qu'en Italie se soit passé une taxation punitive contre les produits de vape italiens. André Calantzopoulos, le PDG de Philip Morris, a rencontré Matteo Renzi, le Premier ministre italien, et pam, derrière ça, il y a eu la taxation anti-vape en Italie qui est passée en 2 temps parce qu'elle s'est fait retoquer une première fois au Conseil constitutionnel, mais elle est repassée sous un deuxième truc. Et au niveau de la Grande-Bretagne, Philip Morris a pris position pour demander à ce que les produits de vapotage soient taxés comme les cigarettes, et pas d'augmentation des taxes des cigarettes, évidemment. Et au niveau européen, j'ai pas de preuves matérielles pour l'affirmer, mais franchement, si Philip Morris et ses millions de lobbyisme ne sont pas derrière le fait que la Commission européenne veut taxer le vapotage, ou en tout cas étudie le projet, je serais très surpris que ce soit quelqu'un d'autre. Et au niveau des taxes, juste traversons l'océan un instant, aux États-Unis, les États sont en train de décider au niveau des taxations. Il y a déjà des taxations en place. On ne parle pas de 10%, 20% aux États-Unis. Il y a carrément certains États qui sont à 95% de prix du wholesale, hein, donc du prix fabrication. Donc vous imaginez que ça double. Donc outre le fait que si l'amendement du sénateur Richardson ne passe pas, 99,99% des shops ferment, et donc évidemment les consommateurs n'auront plus rien, donc marché noir, tout le ramdam. En termes de prix, là-bas, voilà jusqu'où ça peut aller. Il y a d'autres États, le Kentucky, ils ont augmenté, ils ont triplé le prix au millilitre avec la surtaxe. Donc là, ça pose un véritable problème pour le vapoteur, parce que si la majorité d'entre nous avons arrêté le tabac et nous sommes mis au vapotage pour des questions de santé, beaucoup l'ont fait aussi, quand je parle de l'exemple français, à cause du montant des taxes en France, qui est quand même à 80%, ce qui est juste énorme. Pardon ? 400%, pardon, oui. Autant pour moi. Enfin, ça reste. Non, mais aujourd'hui, c'est un luxe, ce que je veux dire, de fumer en France. Il y a beaucoup de vapoteurs qui se sont mis au vapotage, outre pour la santé, aussi pour une composante budgétaire. Donc, si demain, on dit que le remède vaut le même prix, voire vaut plus cher que le poison, vous imaginez la catastrophe. C'est-à-dire que là, c'est une porte ouverte pour directement ramener l'ensemble des vapoteurs dans le tabac. Tu touches exactement un point que je voulais amener. On t'a parlé de marché noir. Qui dit marché noir dit fabrication douteuse, qualité douteuse, ingrédients douteux, aucun contrôle. Et mais c'est comme je sais pas. En France, je ne sais pas au niveau de la contrebande des cigarettes. Moi, je peux vous dire qu'au Québec, en tout cas, quand tu compares 85 $ canadiens environ pour un carton de cigarettes versus 6 $ pour de la contrebande, il y a un certain avantage au niveau du prix de la consommation et un marché noir au niveau du e-liquide. Je veux dire, dans une baignoire avec du poil de barbe et du poil de chat, du poil de chien, avec des ingrédients qui sont non pharmaceutiques, avec du n'importe quoi, dosé n'importe comment. Je veux dire, ça ne protège pas vraiment le consommateur. Alors, c'est un autre aspect que je trouve qui est déplorable
par rapport aux prix qui vont augmenter suite à la transposition de la TPD et peut-être de futures taxes éventuellement. Mickaël? Ouais, moi je voudrais apporter des précisions sur l'impact du coût sur les produits pour la consommation. Il y a deux choses qu'il faut mettre en exergue. Si on se rapporte uniquement à la transposition de la TPD dans le droit français, le nombre d'analyses demandées sur la protection sanitaire est quasi inexistante. Si on se rapporte à la partie recommandation de l'AFNOR sur les émissions et sur les liquides, on a déjà beaucoup plus de précision. Il va y avoir deux camps. Il va y avoir un camp de professionnels qui va décider de faire le strict minima. Ce camp de professionnels est susceptible, pourquoi pas, d'assumer lui-même les coûts, donc de notification et aussi d'analyse, parce que ça va lui coûter légèrement moins cher. Il y en a d'autres qui vont peut-être devoir appliquer ces coûts. Pourquoi? Parce que leur référentiel va être le référentiel choisi à l'AFNOR. Donc il y a quand même cette donnée à prendre en considération et qui est notable. Alors, si tu me permets, je vais faire un tout petit peu de... Parce qu'on a quand même des visiteurs étrangers, on va faire un peu de publicité pour la France. Sur plusieurs, sur plusieurs plans, en fait. Alors, premièrement, pour revenir à la taxation, il faut toujours rappeler que on a... Alors là, on ne parle pas d'une taxation économique classique, on parle d'une taxation comportementale pour dissuader les gens. Donc, il y a eu un rapport qui a été fait par le Sénat sur les taxations comportementales, au-delà du vapotage, mais qui parlait aussi du vapotage il y a quelques années, et qui a exclu toute taxation tout court du vapotage. Donc pour l'instant, l'avis officiel du législateur, c'est qu'il n'est pas question de faire des taxes. Et pour rappel de comment fonctionne l'Europe, la Commission européenne n'a pas autorité sur les taxes en France. Il faudrait de temps en temps que la Commission européenne se souvienne ce sur quoi elle a autorité et au service de qui elle est. L'autre point, donc a priori en France, ça peut changer. Et tu le disais très bien, il y a des gens qui influent. Que ce soit Philip Morris ou GSK ou Pfizer, chacun influe sans hésiter sur les politiques. Mais néanmoins, on est dans cette situation. Le deuxième point, c'est que beaucoup de gens ne voient pas ça aussi clairement. Mais en France, le tabac est taxé en termes de taxe comportementale à 400%, ce qui est quand même beaucoup. Il faut vraiment intégrer le fait que, par contre, il n'y a pas de taxe au sens impôt, taxe qui rapporte à l'État, sur le tabac. Ce qui veut dire que chaque fois que dans un shop, on vend un flacon de huile liquide qui est taxé avec la TVA, il rapporte une infinité plus qu'un paquet de cigarettes, qui est taxé à 0%, puisque toutes les taxes du tabac vont à l'assurance maladie. Il n'y a pas de contribution à l'économie du pays dans le tabac. Il y a contribution à l'économie du pays avec les produits du vapotage. C'est un sujet qui est vraiment important et c'est pas le cas dans tous les pays. Quand on lit les choses, alors c'est forcément un peu compliqué, mais aux États-Unis ou en Amérique du Nord plus globalement, ce que sont les taxes, le fait qu'il y ait des taxes locales, c'est des choses qui n'existent pas comme ça chez nous et qu'on peut pas forcément comparer un à un. Et qui ne sont pas pour les mêmes raisons en fait, mais ça n'empêche pas que ce soit punitif aussi dans ces pays-là, mais c'est vraiment un problème. Et donc ensuite il y a l'AFNOR. Alors vraiment, je le répète et je suis très clair là-dessus, la directive européenne n'apporte aucune garantie sanitaire aux consommateurs et toutes les autorités qui affirmeraient le contraire mentent. Par contre, les normes AFNOR sont un guide, un cadre de mesures qui est vraiment intéressant, qui est encore jeune, mais qui est vraiment intéressant et qui apporte quelque chose aux consommateurs, pas s'il est obligatoire, parce que ça tendra à essayer de le contourner et de le twister, mais les gens qui sincèrement veulent mesurer leurs produits tout à fait indépendamment de la TPD et garantir à des consommateurs un niveau d'information, et j'insiste là-dessus, un réel niveau d'information qui n'est pas donné par les autorités à travers la directive européenne, un niveau d'assurance sur j'ai fait des mesures, je les ai fait faire éventuellement, c'est un petit plus par rapport à l'AFNOR strictement, je les ai fait faire par un tiers et je les répète, donc je garantis un vrai processus qualité. C'est quelque chose qu'on encourage les consommateurs à préférer des produits de meilleure qualité s'ils cherchent la qualité, quitte à avoir un prix en conséquence, parce que la qualité a un coût, mais un coût qui sert à quelque chose.
Néanmoins, le rendre obligatoire, c'est fortement le perturber. C'est forcément ne plus différencier les producteurs. Ça veut dire que de l'instant où ce sera obligatoire, il faudra rajouter une norme AFNOR bis qui vérifie que ça n'a pas été twisté sur la première. Et aujourd'hui, alors pour suivre ces travaux-là, en l'état, et c'est quelque chose que négligent à la fois beaucoup d'autorités et puis beaucoup de consommateurs, c'est que quand on a un produit qui en soi ne présente pas de nocivité démontrée, c'est très compliqué de prendre des mesures. On est un peu dans l'abstrait, dans l'absurde. On mesure des choses, des fois qu'il se passerait des trucs. Donc c'est très compliqué de mesurer. En l'état actuel, les mesures sont déjà les mesures qui sont obtenues grâce aux normes AFNOR sont déjà très avancées. Sont, je pense, c'est mon opinion personnelle, ce qui est de plus avancé au monde sur les mesures qualitatives sur la vape. Mais il y a encore des années de travail pour stabiliser et apporter des mesures qualitatives. Et je dis bien qualitatives et pas sanitaires. Hein. J'ai bien fait mon travail. Hein. Il y a aussi que mon liquide... C'est marrant comme en fait on détourne avec la directive ces choses-là, mais mon liquide, oui, les risques sont mineurs, mais par ailleurs, est-ce qu'il aura toujours le même goût? Est-ce qu'il a le même processus, la même qualité de fabrication? Est-ce que je vais être satisfait à chaque fois? On en oublie que c'est un produit de consommation courante et que les consommateurs ont des droits de consommateurs et ne sont pas obligés de se battre comme s'ils étaient des parias. Alors j'aimerais bien justement, là, on a vu ensemble tout un certain nombre de contraintes, que ce soit les contraintes directes TPD en termes de la taille de nos bouteilles, les 10 millilitres, le taux de nicotine, on a vu la difficulté avec le passage d'informations, on a vu la difficulté avec potentiellement les prix. J'aimerais quand même qu'on termine sur une note positive parce que la TPD, les professionnels autour de nous en entendent parler du soir au matin. C'est y a-t-il, et ça fait partie aussi du titre de cette conférence, c'était pas que ironique, y a-t-il des opportunités à la TPD? N'y a-t-il eu que des opportunités ratées, comme disait Falken au départ? Mais voilà, y a-t-il du bon directement dans la TPD pour les consommateurs? Et en parallèle, est-ce que en parallèle de la TPD, d'autres choses se sont mises en place? Et là, je pense que Michael va pouvoir nous en parler, notamment avec la normalisation, ce qui est en train de se faire avec l'AFNOR et le CEN. Voilà. Donc, y a-t-il des opportunités à la TPD? Ça, c'est la question pour nous, consommateurs. Pour faire court, je vais en choisir une dont j'ai déjà parlé, mais qui me semble intéressante. On a eu un énorme passage à vide entre 2013 et 2015, suite justement à cette TPD. Lorsque la transposition française est arrivée sur le marché, depuis le début de l'année, à savoir en mai, il y a eu une progression nette et fulgurante de l'acte d'achat et de la visite du consommateur en magasin. Pourquoi ? Même si ça peut paraître absurde, même si c'est cher, même s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, monsieur et madame tout le monde qui ne font pas du cloud chasing, qui ne font pas du die, ils sont rassurés. Ils sont rassurés de savoir qu'ils ont devant eux un produit réglementé. Certes, tout ne leur conviendra pas, mais par contre, ils savent que dans le visage français, la cigarette électronique s'est assise, elle s'est installée et elle restera. Et ça, pour moi, c'est déjà une chose positive, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des anciens fumeurs, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont essayé la cigarette électronique, qui étaient déçues, qui sont revenues et qui ont décidé de passer le pas, parce qu'ils ont cette certaine notion de sécurité. Donc, j'aurais envie de dire, derrière, si on parle de la norme, je reviens sur la normalisation des services, ça apportait un petit plus. Même si la norme n'est pas obligatoire, un professionnel qui peut attester sur sa boutique son professionnalisme en disant « Moi voilà, je connais le cadre, je sais comment on vend, je sais d'où viennent mes produits, je sais ce que j'ai à demander à mon fournisseur de liquide lorsque je reçois ces produits, je sais utiliser mon matériel, je maîtrise sa partie électrique, je maîtrise toutes ses composantes. Venez dans mon magasin, en plus de ça, vous aurez un conseil. Et moi, je prendrai le temps, je prendrai une demi-heure avec vous, je prendrai 45 minutes, 1 heure pour vous expliquer ce que c'est que la cigarette électronique et comment, ensemble, on va vous aider à arrêter de fumer. Moi, j'en ai un en tant que consommateur, parce que je suis directement concernée. J'étais très impressionnée par une remarque hier dans la conférence de Ricardo Polosa et de Constantinos après, qui me disait que sur l'ensemble des juices, vous savez, qui fait des analyses sur les juices, il disait que 95% des juices, des e-liquides qui sont testés ne sont pas conformes à ce qu'il y a écrit.
Il disait par exemple qu'il avait reçu des juices marquées 9 mg de nicotine et en fait soit il y en avait 16, soit il y en avait 3, que parfois l'ensemble des éléments constitutifs de la recette n'étaient pas forcément là. Alors je ne suis pas en train de parler de la France spécifiquement, on a beaucoup entendu parler, nous Français, du diacétyl américain, des choses comme ça. Je ne pense pas que le problème se cantonne spécifiquement aux États-Unis. Et je pense que c'est important qu'en tant que consommateur, on a la chance d'avoir une industrie qui est dynamique, qui s'organise, avec des gens sérieux autour. Mais je pense que, à mon niveau, ça me rassure en tant que consommatrice, peut-être, de me dire ou de me laisser penser que potentiellement, il va y avoir peut-être une meilleure analyse ou peut-être que les étiquettes soient peut-être un peu plus conformes à ce qu'il y a dedans, ou en tous les cas, est-ce qu'on peut en être rassuré? Non. Et ça m'emmerde en tant que consommateur. Alors, je rejoins tout à fait, hein, et on peut parler d'opportunités ratées. Il y avait une opportunité et elle va continuer, et on va se battre pour mettre un vrai label AFNOR qualité sur les produits. Et celui-là, c'est une vraie garantie. Elle n'est pas... Elle peut progresser, et c'est bien l'esprit de normes expérimentales, mais c'est une vraie garantie de quelque chose pour le consommateur, et c'est important, et ça a été complètement raté par les autorités d'ailleurs, hein, de le médiatiser. Et demain, des boutiques qui diront, moi, je sélectionne mes produits et mes fournisseurs sur la base du fait qu'ils suivent l'AFNOR. Alors c'est vraiment intéressant parce que comme les normes fonctionnent ensemble, dire que j'ai du matériel certifié et j'ai des liquides qui vont avec, dans le sens qui sont aussi certifiés, cette unité, nous on l'encourage pour la qualité, pour le consommateur qui cherche ce plus de qualité, hein, et qui est tout à fait le cas des gens qui veulent être rassurés. On est en tant que consommateur bien évidemment contre le fait de mentir aux gens en disant qu'un produit qui a passé la TPD présente des vraies qualités. La TPD, c'est déclaratif. Il n'y a pas la moindre analyse qui soit vérifiée pendant les 6 mois en question, puisqu'il n'y a pas le moindre échantillon. Il n'y a pas des garanties qualité. C'est-à-dire que c'est le niveau 0 en dessous de la norme AFNOR, en fait. Donc c'est très dangereux de faire ça. C'est très dangereux de faire croire aux gens qu'il y a quelque chose, parce que quand il y aura un accident, parce qu'il y en aura, des gens qui auront fait une déclaration mais qui n'est pas conforme. Quand tu parles de... Le gars qui a écrit il y a 6 mg, il ne faut pas croire, hein, sur la déclaration, il va aussi écrire qu'il met du 6 mg dedans. Hein. Et quand c'est pas vérifié, ben oui, et c'est tout l'intérêt de cette capacité de le vérifier. Et pour le vérifier, c'est de dire comment ça se mesure, parce que c'est relatif. Et justement, ce label AFNOR, c'est une vraie garantie pour les consommateurs. Et ça peut aller jusqu'à la boutique, parce que c'est aussi une garantie pour le vendeur de la boutique, qui peut dire, moi dans ma boutique, j'ai envie de montrer que ma boutique elle a un certain niveau de qualité, de rassurer les gens, c'est un argument concurrentiel par rapport à la boutique qui peut-être le fera pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit libre, parce que si tout le monde est obligé de le faire, c'est faux. Si je peux me permettre, c'est une garantie qui est temporaire, logiquement, car il y a un organisme effectivement qui va s'occuper de faire les vérifications, donc des notifications, mais on est quand même dans une étape de transition qui risque de prendre 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et pendant cette étape de transition, c'est effectivement une norme qui peut aider les professionnels à montrer patte blanche en fait sur les produits. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les professionnels qui vont soumettre des cochonneries, et fort heureusement. Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas AFNOR qu'on est mauvais. Non, mais justement, nous, on encourage. Quand même dire qu'il y a des gens sérieux qui ne vont pas forcément fonctionner avec l'AFNOR. Oui, d'accord, mais attends, il y a 2 choses. Moi, je vois 2 choses. Il y a des faits, il y a 2 faits. Mais... Il y a Constantinos, Salinos a dit que 9 e-liquides et demi, 95% des juices qu'il a testés, et apparemment il en a testé un sacré panel, 95% ne sont pas conformes à ce qui est écrit dessus. Ça, c'est un premier fait, il l'a posé. La deuxième chose, la norme AFNOR. Moi, je suis ravie en tant que consommateur si ça peut aider, en tous les cas, à amener une certaine harmonisation. Par contre, prenons le truc grand public. Les normes, c'est super quand il y a une certification sur quelque chose. Mais regarde le label rouge. Tu vois, par exemple, cet exemple. Il faut quand même un minimum faire connaître aux gens, le publiciser, pour que ce soit un non connu. Parce que 99% des vapoteurs ne savent pas ce qu'est l'AFNOR. C'est ce que me disait Jean-Philippe à l'instant. Les normes que les gens achètent dans leur supermarché, dans les choses comme ça, il y en a 1, 2 qui connaissent par cœur. Et pour certains, ils vont dire, ah, il y a marqué label rouge, je vais aller acheter
mon poulet là, mon machin. Afnor, aujourd'hui, un vapoteur lambda qui rentre dans un shop, je ne suis pas persuadée s'il y a un tampon Afnor, si l'Afnor ne publicise pas un peu plus pour se faire connaître et montrer que ça n'est pas qu'un tampon et que justement, auprès du grand public, les gens comprennent ce que c'est, l'engagement que c'est. Je pense qu'il y a un risque à ce que ce soit un coup d'épée dans l'eau si les consommateurs ne savent pas ce que c'est et à quoi ça correspond. Non, mais c'est vraiment pour ça que je dis, c'est un sujet, parce que promouvoir la norme AFNOR, c'est une opportunité ratée aujourd'hui. Et bien évidemment, alors pour clarifier, Michael, les professionnels qui suivront la norme AFNOR et qui diront, bah, c'est vertueux, hein, je suis la norme AFNOR pour faire mes mesures, et alors en même temps je mets en régularisation par rapport à ce que serait la TPD, la transposition de la directive en France, et en même temps je colle mon label AFNOR, je participe à la communication, parce que toutes les normes qualité, il faut voir qu'un des effets, c'est que quand la boutique va écrire tous mes produits sont conformes AFNOR parce que c'est mon choix de commerçant, c'est une communication. Quand les 3, 4, 5, 6, 10 fournisseurs vont aussi le mettre, ça renforce la communication. Donc on communique tous ensemble positivement vers quelque chose. Ça, ce sera positif. Après, tout le reste, c'est-à-dire, il n'y a pas de souci, ce ne sera pas illégal en quoi que ce soit d'utiliser d'autres protocoles et de faire autre chose, mais tout le reste n'est pas dans l'intérêt du consommateur. C'est dans l'intérêt, ça n'empêche pas la qualité, et c'est pour ça qu'on maintient, ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas la norme AFNOR qu'on ne fait pas de la qualité. On peut très bien faire de la qualité sans la respecter. Nous, on encourage et on participe à la normalisation AFNOR dans le sens labelliser cette qualité, partager la façon de mesurer, la façon de parler. On parlait une chose toute simple, mais c'est quand tu disais 6 mg de nicotine, c'est des choses à l'AFNOR qui m'ont frappé, moi utilisateur, hein, moi consommateur, c'est que oui, quand j'achète du 6, j'aimerais bien que ce soit du 6. Bon, je ne suis pas maniaque sur est-ce que c'est du 5 ou du 7, mais j'aimerais bien qu'on m'arnaque pas trop. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était pas forcément si simple de vérifier que c'était du 6 dans le flacon, ni que c'était si simple de vérifier que c'était du 6 une fois vaporisé. Et c'est important de se mettre d'accord sur, moi, quand je teste du 6 à la banane, c'est le même 6, c'est la même façon de parler du 6, et j'aurai la même sensation quand c'est de la mangue. Mais c'est pas négligeable. Et ça, c'est des sujets, et il y a encore du boulot, et on va continuer à le faire, hein, le boulot, mais dans le sens des consommateurs. Et c'est très dangereux de mentir aux consommateurs. On l'a vu sur plusieurs labels, tu en parlais très justement, hein, dans la consommation, pour revenir à des choses plus générales de consommation, c'est que des labels qui prétendent des choses sans les mesurer, ou qui au contraire essayent de rassurer les gens alors qu'en fait il n'y a aucune garantie qualité derrière, c'est vraiment un souci. Et pour moi, le fait que ce soit tampon directive, c'est un souci. Quand tu parlais des indications sur le flacon, forcément je suis énervé, puisque les indications, alors les avertissements sont fallacieux, donc non, c'est pas très bien. Ce qui est indiqué en termes d'information consommateur sera insuffisant pour être significatif d'un aspect sanitaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en discutait, la directive, elle passe très très bien les clopes en fait, hein. Si je suis persuadé que les clopes c'est nickel, je peux les vendre comme si c'était du OKTPD. Pourquoi ? Parce que les produits qui tuent les gens dans le tabac, ils sont en dessous de ces éléments-là, et puis il faut les vérifier pour savoir qu'ils existent dedans. Et ce qui est Et important, c'est un je vrai pense, souci. quand on parle des normes, ce qui est important aussi, je pense qu'en tant que consommateur, il va falloir surtout que les professionnels s'organisent pour pas qu'on ait une ribambelle de normes, que chaque chapelle, voyez, sa norme. S'il y en a une qui se mette d'accord sur une, et à ce moment-là, qu'ils la promeuvent, qu'ils mettent leurs moyens dessus, pour qu'il n'y ait pas 1 milliard de chapelles, parce que nous, consommateurs, déjà les consommateurs avertis, on a déjà du mal parfois à tout suivre. Alors imaginez le vapoteur lambda. On parle aussi beaucoup des e-liquides. Je voudrais rappeler que moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas que les e-liquides, en l'occurrence, qui montent patte blanche. Quand on voit, vous n'y pensez pas forcément, mais vos cotons que vous utilisez ou vos celluloses, c'est quand même important de savoir comment est-ce qu'ils ont été faits, préparés, blanchis, traités.
C'est important aussi les fils qu'on utilise. Quand vous voyez que par exemple Temco aux États-Unis, qui est la plus grosse entreprise qui fait les fils et notamment qui les vend pour la vape, qu'on le connaît sous la marque VapoWire, il y a carrément des fiches de sécurité en montrant les alliages, les choses comme ça. Donc aujourd'hui, on focalise beaucoup sur les liquides, on focalise sur nos atomiseurs, sur nos modes, sur comment ils fonctionnent. On regarde nos batteries pour savoir les courants de décharge, les choses comme ça. Mais il faut quand même juste pas oublier que les e-liquides, on fait baigner des fils résistifs ou non résistifs dedans toute la sainte journée, et qu'à l'heure actuelle, Farsalinos disait qu'il voulait lancer des protocoles d'études pour comprendre du stainless steel, pour comprendre du Cantal, pour comprendre tout ce qui était nickel, chrome, ni fer, tout ça. Quelle est l'interaction entre les éléments métalliques et la nicotine qui est globalement corrosive, et enfin les cotons. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va avoir besoin effectivement de ces normalisations urgemment, parce que moi, en tant que consommateur, j'ai pas envie qu'on me dise dans 5 ou 10 ans que le coton préféré que j'utilise, en fait, a été blanchi à ci, à ça, et qu'en l'occurrence, après, qu'il y a une interaction entre la bouteille en plastique, parce que ça, on n'en parle pas, les liquides, il y a une interaction entre le plastique des bouteilles et le liquide, donc idéalement, il faudrait du verre, et pareil aussi entre les fils à l'intérieur qui baignent toute la sainte journée. Donc, les liquides, c'est un point de départ, mais il faudra effectivement pas s'arrêter là, parce qu'en tant que consommateur, on est en droit de savoir exactement un maximum d'informations. Si je peux apporter une précision, la vape, c'est tout neuf. Hein. Ça a 10 ans, quoi. On est des gens, on est de différentes industries, de différents endroits. Pourquoi la FIVAP a participé avec les différentes associations à monter ces normes? C'est parce que, tout simplement, le savoir, c'est nous qui l'avons. Car finalement, en fait, on a monté la vape grâce aux consommateurs. Et si on n'avait pas eu des sociétés comme Fodé, Alpha Liquide, VDLV, le LFEL, ce genre d'organismes, en fait, on n'aurait jamais été capable de construire des robots vapoteurs ou de faire des protocoles. Parce que ces protocoles-là, ils sont incapables de les faire car la vape, ils ne la connaissent pas. Donc, typiquement, ce que tu es en train de mettre en exergue vis-à-vis du matériel, c'est des choses qui vont venir naturellement par la suite. Sauf que on nous demande de faire en 10 ans ce que l'industrie du tabac a su faire en 70 ans. Et c'est quelque chose... Enfin, pas du tabac, mais... Pardon, des raviolis, voilà, excuse-moi. Des raviolis, mais grosso modo, on est aussi quand même dans cette étape. Et entre-temps, on se prend des transpositions de directives, on se prend des limitations, mais on nous dit qu'à côté, il faut quand même avancer, montrer patte blanche, monter des protocoles. C'est... Sincèrement, le temps qui est passé par les professionnels dans ces sujets est complètement astronomique. Je crois que le consommateur ne doit pas oublier quand même qu'à l'heure actuelle, le vapotage est déjà 95% moins risqué que les clopes. Au moins, au minimum. Donc, bien sûr, on va toujours pouvoir améliorer, beaucoup plus, aller dans le détail. Oui. Aller dans le détail pour rassurer encore le consommateur et que ça soit encore mieux pour la santé, mais on est déjà à 95% de risque en moins par rapport à la cigarette. Oui, alors je voulais juste, parce qu'on a une consommatrice, il fallait la rassurer, c'est important. Bien sûr, non mais apparemment il y avait des mystères sur la FNOR et il faut vraiment qu'on continue à communiquer quand on aura arrêté de... Et c'est vraiment quelque chose qui m'attriste, hein, moi je suis à l'EDUS pour défendre les droits des consommateurs, et dont j'en suis, hein, et je et tous les autres, hein, on se bat tous les jours à autre chose que ça. Et ça c'est problématique, c'est qu'on est obligé de se battre pour avoir le droit de défendre le droit. Mais donc à l'AFNOR, au moins, on défend des vrais sujets de consommateurs. Les normes AFNOR couvrent pas que le liquide du tout. Et en particulier, et je me suis rendu compte en participant, mais il y a des choses très intelligentes autour de ça. C'est-à-dire que quand tu parlais du fil et du coton, oui, il y a dans la norme AFNOR, alors pas le fil unitairement, hein, mais le produit, si on te le vend tout fait, ça fait partie de ce qui est regardé par la norme AFNOR. Et ça fait aussi partie dans l'interaction, c'est-à-dire que il y a une norme, la norme AFNOR sur les émissions qui vient de sortir, s'applique aux résistances. C'est-à-dire que je vais certifier la vaporisation du liquide par la résistance X à travers la mesure de ses émissions. Et c'est vraiment important parce que ces garanties, elles commencent à être apportées par les normes AFNOR. Si on dépensait un peu moins, justement, c'est pour ça que j'insistais sur le coût. Hein, parce que le coût, que ce soit le coût pour le consommateur si c'est transféré, mais aussi le coût pour le fabricant. Le fabricant, s'il gagne de l'argent, il va l'investir, soit il va le perdre grâce à la TPD, soit il va l'investir dans continuer à améliorer son produit ou
faire des nouveaux produits ou défendre la qualité de son produit pour gagner des parts de marché. Et c'est très important de garantir que les fabricants puissent continuer à faire ça. Parce que ce qui s'est passé à l'AFNOR, on le dit jamais assez, mais c'est exceptionnel en fait. Que les fabricants se mettent autour d'une table et partent avec des médecins, avec des spécialistes, avec des consommateurs et discutent ouvertement, partagent l'information, travaillent entre eux. C'est complètement inhabituel. D'habitude, chacun des fabricants, il est concurrent de son voisin, il ne va pas partager l'info, il ne va pas s'entraider, c'est pas dans son intérêt. Et là, c'est ce qui se passe. Les gens s'entraident, les gens font des progrès à droite, font des progrès à gauche et se les partagent, disent tiens, je vais te passer mon liquide, on va regarder. Et ça, c'est vraiment crucial en fait, de maintenir cet effort-là au niveau des professionnels, tout comme l'encourager au niveau des autorités, tout comme le favoriser au niveau des utilisateurs, bien évidemment. Et en Suisse, au Canada, il se passe quoi au niveau des normes? Est-ce que vous avez des protocoles qui se mettent en place? Comment ça... Parce que c'est quand même un sujet qui me semble aussi assez important de ton côté, vu que la loi 44 limite quand même sacrément l'utilisation de la cigarette électronique. Est-ce que c'est un sujet qui est complètement inexistant? Et de votre côté, avec la limitation de la nicotine, comment ça se passe en fait? En fait, au Canada et au Canada comme tel, Santé Canada a les yeux fermés sur la cigarette électronique depuis le début. Ils ont émis un message disant qu'ils recommandaient de ne pas l'utiliser en 2009 et ne se sont jamais reprononcés depuis. Moi, j'ai fait une vidéo qui parlait d'études justement de Dr Fassalinos il y a environ 3 ans, où je disais j'aimerais avoir des normes. J'aimerais avoir de la réglementation, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans le liquide et tout ça. Et au Québec, évidemment, la santé des gens, c'est pas important, la santé ne rapporte pas. Donc, c'est pas sur la qualité du produit qu'on réglemente, c'est sur où on va pouvoir l'utiliser, où on va pouvoir en faire la promotion, ce qui est complètement rendu zéro au Québec. Mais au niveau de normes de qualité, il n'y a absolument rien qui a été fait. Autant au niveau des fabricants, autant au niveau du gouvernement. Il n'y a aucune association qui s'est créée comme l'AFNOR. Il n'y a absolument rien qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de pitoyable. Oui, la France, avec l'AFNOR, est vraiment leader, comme dit Florence, de ce côté-là. Je suis tout à fait d'accord. Et malheureusement, les gouvernements de l'autre côté de la rivière, comme je dis, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec, que ce soit peu importe, en ont rien à cirer de la qualité du produit. Pour eux, c'est du tabac, on englobe ça dans le tabac, un point c'est tout, et c'est là que ça se termine. Alors, il faut peut-être juste préciser que les normes, ce n'est pas une affaire de gouvernement. C'est les industriels, les consommateurs qui décident à un moment donné de faire une norme. Dans chaque pays du monde, il y a un institut de normalisation. Il y en a certainement un au Canada, je n'ai pas le nom en tête comme ça. Vous pouvez tout à fait, en tant que consommateur, avec des professionnels, adhérer à cet organisme. En principe, c'est des associations, il faut y adhérer, et demander à ce qu'on établisse une norme. C'est un processus qui peut se faire indépendamment du gouvernement. Et ça n'a pas été fait du tout. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et quand je parlais du gouvernement, je veux dire le gouvernement n'a pas manifesté un intérêt à ce qu'il y ait une norme non plus. C'est ça que je voulais dire pour préciser. Oui, tout à fait. Alors après, en Suisse, il n'y a pas eu non plus de normes élaborées en Suisse. Et la SNV, qui est la Société de normalisation en Suisse, participe à la normalisation internationale au travers du CEN et de l'ISO. Et bien sûr, à partir du moment où il y a des normes internationales, un pays ne va plus faire des normes. En l'occurrence, l'AFNOR a pris les devants, a fait une norme française. Au Royaume-Uni aussi, il y a une norme BSI, avant qu'il y ait le processus international de normalisation. Donc c'est pour ça que ces normes existent pour l'instant, puisqu'elles ont été faites avant. Alors, outre la norme, il y a eu un élément aussi important qui a été dit dans les précédentes conférences. C'est suite, en l'occurrence, vis-à-vis de la TPD, toutes ces données que vont devoir fournir l'industrie directement sur le portail européen avec l'ensemble des analyses. Il y avait certains des intervenants hier qui disaient « Nous, on appellerait de nos voeux à ce que, par exemple, en ce qui concerne les liquides, les fabricants de liquides mettent à disposition
mais véritablement les mettre à disposition dans chacun des shops pour un client qui puisse avoir accès aux données de sécurité, aux compositions de façon systématique. Et c'est ce que disait hier à un moment Farsalinos. Il disait le problème, c'est qu'on va avoir une masse d'informations qui va être mise sur le portail européen à destination de l'Union européenne, que ces données ne vont pas être forcément utilisées, en tout cas visibles, ceci mis à part d'eux. Et donc, il n'y aura pas d'analyse, ce n'est juste qu'un dépôt d'informations. Et il disait en l'occurrence que l'ensemble de ces informations, nous, en tant que clients et en tant que consommateurs, on pourrait être intéressés. Alors, il y a déjà des web shops où, quand vous le demandez, on peut avoir accès aux fiches descriptives des produits, mais ce n'est pas encore quelque chose de systématique. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de clients qui ne les demandent pas. Mais Farsalinos insistait sur ce point hier. Il disait que toute cette foule, cette masse de données et d'informations, ce serait intéressant aussi que le consommateur, d'une certaine façon, ait accès à une certaine partie d'entre elles. J'insiste toujours là-dessus. En fait, c'est un sujet. Et alors, j'insiste doublement parce que ça m'a remis les idées en place à titre personnel. Alors, d'une part, il y a un côté que les informations brutes, vraiment, peuvent être un peu compliquées. Pour un utilisateur, si je lui donne la composition avec tous les codes, ça ne va pas forcément l'aider, ni à savoir le goût que ça a, ni à savoir si c'est agréable, ni à savoir ni à savoir si c'est bon pour bon ou pas bon Je pour la pense que santé. ça va même lui faire peur. Voilà, parce qu'il ça va y peut avoir des l'inquiéter. noms barbares, va y avoir Bien des sûr. noms barbares qui n'auront rien de dangereux, mais rien que le nom barbare suffira à l'effrayer. Donc Voilà. je suis pas sûr que avoir Non, 5 attention, je ne vous parle pas de la composition, messieurs. Je ne vous parle pas de la composition. Je vous parle de ce qui est analyse toxico. Là où Mais il y c'est a... pareil. C'est Non, pareil. mais- À part mais si les sur la feuille il y a vapoteurs qui marqué souhaitent- c'est très bon pour vous, les Attention, gens. j'ai pas dit de le placarder dans les boutiques. J'ai dit qu'un vapoteur qui le souhaite, qui achète un e-liquide, il peut tout à fait avoir accès à certaines données s'il le demande. Non, mais que les gens aient accès et qu'ils puissent demander, voir que ce soit accessible sur le web avec un QR code, ce qui est la proposition initiale. Mais la question, c'est pas on est bien d'accord sur l'accès. Ce que je veux dire, c'est que l'accès à des données brutes n'est pas forcément simple et ne va pas forcément éclairer les gens. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses. La deuxième, c'est que ça dépend totalement de la façon de le mesurer. Alors autant la composition dans un liquide, c'est très statique, mais dans les émissions, et quand on commence à aller sur les émissions d'une résistance avec un liquide, ça peut être très compliqué. Alors déjà ça, en fait, cette complexité, il faut qu'on donne accès aux consommateurs à quelque chose de plus synthétique aussi, à minima, et ensuite que la façon dont c'est mesuré soit homogène et partagée. Et c'est vraiment très important, et c'est un énorme défaut de la directive et de son application, c'est que je peux faire une... Alors d'une part, c'est que déclaratif, donc je peux raconter ce que je veux, j'ai pas le droit de mentir, mais je peux le faire, c'est vraiment un problème. Parce qu'on parle vraiment de est-ce que c'est dans tous les flacons comme ça, est-ce que c'est répétable, donc ça dépasse largement la déclaration. Et ensuite, est-ce que c'est vérifiable par quelqu'un d'indépendant? Et est-ce que c'est mesuré pareil? Parce que si j'ai quelqu'un qui le mesure avec le protocole A et qui dit, ben voilà, je vais caricaturer pour revenir sur l'exemple du 6 mg en fait. Avec le protocole A, dans les émissions, on va mesurer 5 mg, avec le protocole B, on va mesurer 7, et personne n'a menti. Donc c'est très important, et c'est l'effort de l'AFNOR et qu'on continue à l'améliorer au CEN, avec les apports internationaux, et les Anglais ont apporté des choses aussi, c'est d'arriver à mesurer des choses. Et un des trucs qui était très frappant à l'AFNOR, c'est qu'il y a des choses que les gens voulaient mesurer et qui avaient du sens et qui étaient de la demande des utilisateurs aussi, et qu'on n'arrivait pas à mesurer. Parce qu'on est là, ce serait super d'avoir les mesures, d'avoir la fiche, on visualise un petit descriptif vraiment clair, et puis les gens disent oui, mais moi quand je le mets dans l'appareil, je mesure 0. Parce qu'en fait, oui, il faut un protocole, il faut que le protocole il marche bien et qui permette de mesurer la vraie chose significative pour le résultat. Je voudrais juste faire une petite précision qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Je veux juste faire une petite précision. Quand je disais qu'il n'y a rien qui a été fait au Canada, au Québec, il n'y a rien qui a été fait. Au Canada, il y a eu l'ACTA qui a été créé, mais c'était sur les normes d'étiquetage seulement. Là, présentement, ils offrent des analyses de liquide, mais il n'y a pas de normes encore. Il n'y a aucune norme qui a été faite. On peut faire tester, mais c'est tout. Et où je veux juste rebondir en 5 secondes sur ce que tu viens de dire, c'est que au niveau d'un consommateur, quand j'achète une
une canette, une canisse, en bon québécois, d'une boisson, j'en ai rien à foutre personnellement de la fiche signalétique. Et je pense que le consommateur général en a rien à foutre aussi. Et je pense que pour un liquide, le consommateur en a rien à foutre non plus. Et que ce qui est le plus important, c'est, comme souvent Jacques le rappelle, c'est que c'est quand même 95 % moins nocif que le poison. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une fiche signalétique pour ça? Je pense que ça devient un peu juste superflu. quand on fait la mesure, justement qu'on pourrait indiquer de façon synthétique sur la canette. On ne parle pas du tout de... On parle Sur la canisse. On parle de beaucoup plus que 95%, qui est un chiffre qui ne parle pas tout à fait de la même chose. Et donc, on est plutôt, en termes de la canette, à 99,9. Alors, je voudrais qu'on termine pour avoir s'il y a des questions parmi vous. Alors déjà, je voulais vous remercier tous, puisque là, nous avons des personnes parmi nous. L'objectif, c'était vraiment de parler des contraintes et de voir ensemble les possibles opportunités pour les consommateurs vis-à-vis de la TPD. Merci à Michael Amoudi de la FIVAP. Merci à Philippe Poirson avec son excellent blog Vapolitique. Merci à notre MD Pampan national. Merci à Olivier de Helvétique Vap, merci à Folken de l'Edus, notre Jean-Philippe National et moi-même pour Kiss Vaping. Alors si vous avez des questions à nous poser, est-ce qu'il y a des questions sur la conférence ou des choses que vous vouliez savoir? Jacques? Je vais venir en personne le déposer à Jacques et lui Ah, faire t'as la vu bise, ça? on s'est pas encore vu. C'est pas une question, c'était juste, là je bouillais sur mon cube. Toute cette discussion à propos de ces normes, etc. Mais est-ce que vous vous posez les mêmes questions sur la canette de coca que vous achetez au supermarché, sur ce que votre aspirateur rejette dans l'atmosphère quand vous l'utilisez, etc. Ça, on vient d'en discuter, c'est le boulot des associations de consommateurs, de faire des analyses, de faire des études comparatives et d'informer le consommateur. Et encore une fois, comme l'a rappelé, je ne sais plus si c'est Olivier ou... non, c'est Olivier. Voilà, on est sur un produit qui est au minimum 95% moins toxique. Moi, je suis plus sur 99 que sur 95. Mais voilà, il faut arrêter de psychoter sur tout ça. Jacques, on et parle au pas final, de psychotage, on parle d'accès à l'info, c'est tout. Et au final, de toute façon, qui est-ce qui décide? C'est le consommateur. Mais je pense que c'est surtout que l'industrie se réveille et a peur qu'il y ait des réglementations qui tombent sur elles-mêmes et essaie de rassurer les autorités plus que le consommateur avec les normes. C'est ce que je pense. Ouais, alors, juste pour rebondir sur ce que disait Jacques et faire un peu de publicité pour la norme AFNOR. Alors, déjà, comme on a des étrangers, vous pouvez vous pouvez inciter vos fabricants à appliquer les normes AFNOR, hein, vous avez le droit. Elles sont accessibles et utilisables. Et c'est pas limité à la France, en fait, hein, vraiment. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui, plutôt que de commencer à zéro, sérieusement, vous gagnerez 2 ans à commencer par là. L'autre chose, c'est justement pour l'indication aux consommateurs. Dans la norme AFNOR sur les émissions, l'information qui est accessible à l'utilisateur, c'est une comparaison pour un aspect de toxicité imaginaire ou potentielle. L'échelle de comparaison, c'est par rapport à l'air. Hein. Et c'est comme ça que ce sera mesuré et présenté dans le résultat. C'est absurde. Non, mais par rapport à l'air normal, quoi. Et ça mesurera que c'est pas plus. C'est par rapport à la fumée de tabac qu'il faut le... Oui, mais ça, c'était pas possible, malheureusement. Mais justement, la question, c'est quand on va mesurer que ça ne rajoute pas de toxicité par rapport à l'air qu'on respire. Et c'est beaucoup plus général, quoi. Par rapport au tabac, c'est le rôle des autorités sanitaires et de la santé publique de faire cette information, et c'est l'opportunité manquée, en fait. Si... Ah mais tout à fait. Attends, l'objectif, tu disais Laurent, tout ça n'est pas marqué sur un paquet de tabac. C'est clair, le but n'est absolument pas d'être plus royaliste que le roi. Le but, c'est que justement cette normalisation et l'AFNOR est une bonne chose sur laquelle la France est totalement leader, et que heureusement, si on arrive à la démocratiser un maximum et qu'un maximum des gens la rejoignent, c'est une sécurité pour le consommateur. Je vous rappelle, donc là on va se terminer parce que ça fait plus de 2 heures, je vous remercie. Cet après-midi, n'oubliez pas, vous avez la même
pour côté professionnel. Donc la TPD, les contraintes de la TPD appliquées aux professionnels. Donc n'hésitez pas cet après-midi, c'est Mickaël qui s'en occupe. Merci à tous. Et tu vas la vendre dans un bâtiment comme l'Orchestre Philharmonique. Merci à toi pour l'invitation. Non, mais c'est bien, je pense qu'on a